Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 22 avril 2026 et nous sommes heureux de bénéficier de votre attention. C'est bel et bien votre émission Bonjour le Bénin qui prend le pouvoir et nous serons ensemble jusqu'à 9 h. Dans une volonté affichée d'embellir davantage la ville de Cotonou, le maire de cette ville a décidé donc que garages de rue et autres véhicules abandonnés soient dégagés. Pour en parler, nous allons recevoir le capitaine Julio Soglo. Dans cette émission, il est le directeur adjoint de la police municipale. Quels sont les tenants et les aboutissants d'une telle décision? Eh bien, nous serons éclairés. Mais avant de retrouver ce sujet, mesdames, messieurs, vous le savez, l'information a une grande place par ici. Et ce matin, le bulletin matinal vous est présenté par Génial Afouda Mossi Agbokar. Madame, Monsieur, bonjour. Vous le savez, les résultats provisoires issus du scrutin du 12 avril dernier donnent pour vainqueur Romuald Wadayi, candidat de la mouvance. Alors, entre héritage assumé et volonté de marquer sa propre ère, nul doute que les premiers pas du nouveau président seront scrutés, et ce, dans les moindres détails. Décryptage des enjeux du septennat à venir, ce sera avec Marcel Arrossi et Élisée Desguillons. Des foules acquises en guise d'onction et une campagne menée au pas de charge. En 2 semaines, Romuald Wadayi a imposé une cadence infernale, occupant le terrain et consolidant, meeting après meeting, une avance devenue incontestable. Résultat, une victoire écrasante. Au cœur de la campagne, il y a quelque chose qui, moi, m'a paru assez intéressant, qui a été relevé de façon très anecdotique. Le fait que des membres de l'opposition le rejoignent, moi, j'ai plutôt vu la chose autrement. Je me suis dit, certainement, il avait peut-être un discours, il avait une offre politique qui permettait, si vous voulez, donc de répondre, je dirais, à l'intégralité, donc, je dirais, du paysage politique. Mais une fois l'élan de la campagne retombé, une autre réalité s'impose, celle de l'exercice du pouvoir. Le début d'un mandat sans l'aiguillon d'une opposition frontale. C'est un score qui est extrêmement confortable, mais qui en même temps engage et responsabilise. Responsabilise dans la mesure où le score, effectivement, si vous voulez, ça pourrait être un score sur lequel on peut s'asseoir totalement. Mais je pense que pour le nouveau président, le candidat élu, le président élu Romuald Wadayi, ces 94% doivent lui servir à affermir à la fois sa popularité, sa légitimité, et aussi à se dire effectivement que 94%, dans un contexte qui est le nôtre, ce n'est pas anodin. Au cœur des interrogations, la ligne de crête que devra emprunter le nouveau président. Faut-il s'inscrire dans le sillage d'un héritage assumé ou faut-il au contraire brusquer le destin par une rupture politique? Le curseur peut être délicat à placer. Je crois au plan politique, il faut une rupture. Parce que le système partisan que nous avons eu, c'est un système partisan très étroit. Le système partisan doit donner beaucoup plus de pluralité politique, beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de projets. Susciter encore l'adhésion du peuple, c'est très important. Et lutter contre la désaffection du peuple pour la vie politique. Au-delà des intentions, ce sont les actes qui seront scrutés dans les premiers mois. Romuald Wadayi sait que le temps de la séduction est révolu, place dans quelques jours à l'épreuve des faits. Connaissez-vous les règles de préséance suivies lors des cérémonies officielles? Eh bien, c'est un ensemble de normes protocolaires strictes qui régissent l'ordre de classement des personnalités. Ce protocole rigide, héritage d'une longue tradition républicaine, va connaître un léger changement avec le décret 2026-107 du 11 mars 2026. Celui-ci fixe l'ordre de préséance en République du Bénin. Alors, que retenir de cette nouvelle touche dans l'ordonnancement protocolaire? Réponse avec Renaud Akapo et Arnaud Adadja. À chaque cérémonie officielle, son rituel consacré. Cette mise en scène hautement symbolique est conçue pour exprimer à la fois l'autorité et la continuité de l'État. Le tapis rouge, la garde d'honneur et les salutations d'usage. Tous ces éléments rythment les différentes séquences d'un tableau orchestré avec une précision maximale. L'étiquette et le protocole sont ainsi strictement réglementés.
Il mêle tradition républicaine et hiérarchie administrative dans le respect des règles de préséance. Lors de l'investiture présidentielle, le protocole est réglé à la précision de l'horloger, plaçant le président réélu au centre des hommages, suivi des corps constitués. Cette célébration constitutionnelle est un rituel immuable, mais le décret numéro 2026-107 du 11 mars 2026 qui fixe désormais l'ordre de préséance en République du Bénin apporte une nouvelle touche. Une nouvelle hiérarchie va s'imposer avec la place désormais accordée au président du Sénat. Prévu pour être logé au 5e rang, juste avant le président de l'Assemblée nationale, le sénateur en chef sera au cœur de toutes les curiosités. En attendant ces instants de grande solennité, cette nouvelle hiérarchie s'inscrit dans une logique classique des démocraties bicamérales avec un Parlement béninois composé d'un Sénat et de l'Assemblée nationale. Et parlons toujours de cette réforme qui place désormais le président du Sénat devant celui de l'Assemblée nationale. Une question, s'agit-il d'un simple ajustement protocolaire ou plutôt d'une évolution institutionnelle majeure? Pour mieux appréhender la question, nous avons reçu hier dans le journal du 20h Gilles Badé. Il est professeur en droit public et expert en gouvernance démocratique. Voici ce qu'il faut retenir de son passage sur notre plateau. Deux principales innovations. Il y a eu 2 révisions depuis l'adoption du précédent décret de 2006, la révision de 2019 qui a fait apparaître un vice-président et la révision de 2025 qui a fait apparaître le Sénat et son président. Donc le décret de 2026 intègre ces 2 personnalités et les membres des institutions comme le Sénat dans la chaîne, dans la hiérarchie de la préséance au Bénin. Alors dans un État démocratique, il y a plusieurs légitimités. Et l'ordre de préséance repose d'abord sur les légitimités électorales, ensuite les légitimités nominatives. Au niveau des légitimités électorales, vous avez celui qui est élu sur le plan national, qui est le seul élu de la nation, qui est donc le président de la République, élu en duo avec le vice-président de la République, qui est prioritaire par rapport à ceux qui sont élus dans les circonscriptions, qui sont les députés. Même s'ils sont des élus de la nation, ils sont quand même élus dans les circonscriptions. Quand vous finissez avec l'ordre des légitimités électorales, que vous rentrez dans l'ordre des légitimités nominatives, vous avez d'abord les juridictions, les hautes juridictions, et ensuite les administrations, à commencer par les autorités administratives indépendantes, comme le Conseil économique et social, la haute autorité, le division de la communication, et ensuite vous avez les autres administrations. Alors, il faut rappeler d'abord que le Sénat est composé de membres qui ont été élus par le passé à différents niveaux. Il y a les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, donc des détenteurs d'une légitimité électorale effectivement passée. Et quand on les prend de manière isolée, ils apparaissent après le président de l'Assemblée nationale. Mais lorsqu'on cumule l'ensemble des légitimités, vous avez plusieurs anciens présidents de la République, plusieurs anciens présidents de l'Assemblée nationale. Ces légitimités électorales passées cumulées font que le Sénat, qui est représenté par son président, a une légitimité plus importante que celle qui représente le président de l'Assemblée nationale, qui est le président en fonction. Donc, c'est le cumul des légitimités électorales passées qui renforce le président du Sénat et qui le place devant le président de l'Assemblée nationale. Situation des droits humains, Amnesty International Bénin tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport lancé hier après-midi, l'ONG s'inquiète et dénonce les conditions de détention dans certaines prisons. Elle a toutefois salué des avancées dans le secteur domanial. Des précisions avec le directeur exécutif de l'organisation au Bénin, Dieudonné Daguito, est au micro de Alexis Segwemon et Elvaïs Balogon le suit. Les questions d'hygiène, de santé, d'accès à l'eau potable pour les personnes détenues ne sont pas encore comme nous le souhaitons. Sans oublier les droits des personnes qui se sont déplacées, qui ont été, je dirais, expulsées dans le cadre des projets de développement du gouvernement. Nous avons noté à ce niveau quand même une certaine amélioration parce que la NDF, l'Agence nationale de développement du foncier, a demandé aux personnes qui auraient été impactées par ces projets de constituer des dossiers pour pouvoir se faire enregistrer à un secrétariat donné. Donc c'était une bonne note pour nous et on espère que toutes les personnes qui étaient impactées par ces projets ont effectivement été dédommagées.
Au-delà des constatations, nous avons fait des propositions que nous espérons les dirigeants vont pouvoir prendre en compte. Et nos audiences de plaidoyer ont commencé parce que nous avons été déjà reçus par un certain nombre de partis avec qui nous avons partagé ces préoccupations et nous leur avons dit notre disposition et notre disponibilité à travailler avec eux pour qu'on puisse mettre en œuvre ou mettre en place des mesures pour effectivement corriger ces situations-là. Un simple jeu de société pour certains, mais pour d'autres, c'est une discipline. Au Bénin, le Scrabble est devenu un outil de transmission culturelle à travers une innovation, celle d'un Béninois qui a développé le Scrabble en 9 langues locales. Immersion dans l'univers du Scrabble, ce sera avec Rebecca Kenjan. On est suivi. Bon, on va jouer à la Mkosi sans les jetons, sans les jokers. Nicanor ne joue pas au Scrabble, il le vit. Depuis 25 ans, les lettres font partie de son quotidien. J'ai commencé en regardant mon père et mes oncles jouer à la maison dans les années 2000, je pense en 2000-2001 par là. Et petit à petit, j'ai pris goût, j'ai remplacé un oncle un jour qu'il venait à manquer à l'appel et puis je suis tombé dans la marmite comme ça. Et plus tard, Champion du Bénin à l'élite duplicate au championnat de Scrabble, il en est convaincu. Ici, chaque mot compte, mais chaque décision aussi. Le Scrabble, dit-il, est une école de vie. En même temps qu'il nourrit l'esprit par la diversité des mots qu'on est amené à jouer, embrassant toutes les sphères de la vie, la gastronomie, la politique, l'économie, l'écologie, tout s'invite sur la grille de Scrabble. Connaissez-vous à Kowi Digit le Scrabble en langue locale? Oui, ça me parle. Je pense même que je dois avoir installé ça sur mon application. J'en ai entendu par un ami qui me savait Scrabble et qui me demandait si je jouais à ça en langue nationale. Dans cette salle, loin des standards habituels, les joueurs s'affrontent en Fongbe, en Dindi ou encore en Yoruba. Par exemple, ici, nous avons Iba. IBA. En Yoruba, c'est Iba. Iba veut dire le respect. On a Iku, qui signifie la mort. IKU, en français, qui est Iku en Yoruba. La difficulté peut-être, c'est ceux qui ne savent pas écrire leur langue. Et quand tu sais écrire, c'est facile à jouer, plus que le français. Derrière cette innovation, Kevin Massial Agbasso, développeur et expert en finance de projet, il a imaginé à Kowe Digit le Scrabble, version langue locale. C'est 9 langues d'abord parce que c'est facile de trouver de la documentation pour ces langues-là. On peut dire au moins 5 langues pour lesquelles on a trouvé quand même, quand je prends le fond est bien documenté. Il en est de même pour le Yoruba aussi, avec le Nigeria qui est très avancé par rapport au Yoruba. Pour d'autres langues comme Adja, par exemple, Adja aussi on a eu un dictionnaire bilingue. Bon, c'est pas quand même environ 2000 et quelques mots, qui est pas mal. On a eu quelques tests aussi. Disponible en version physique et digitale, Akowe Digit veut reconnecter la jeunesse à ses racines linguistiques. Une façon aussi de prouver qu'apprendre peut commencer par un mot posé sur une grille. Allez, on parle sport, mais aussi découverte. Le Tour du Bénin s'impose comme une véritable carte postale en mouvement. Le peloton traverse des paysages variés, révélant la richesse naturelle du pays au fil des étapes. Au-delà de la compétition, le Tour du Bénin offre une lecture différente du pays, et ce, au rythme de la course. Hugues Souzonon pour les détails. Il est des voyages qui ne se racontent pas. Ils se vivent et se regardent. Le Tour du Bénin, c'est bien plus qu'une course. C'est une traversée d'images, une découverte en mouvement, des paysages naturels d'une beauté rare se succèdent.
Les routes, belles et bien tracées, mettent en valeur le pays. Elles guident le regard, accompagnent le peloton à travers villes et villages comme un fil qui relie chaque histoire. Au passage, le Bénin se dévoile aussi à travers ses instants de vie, des visages et quelques touches de son quotidien. Entre deux étapes, une escale gourmande s'invite, révélant un véritable voyage gustatif au cœur des saveurs du terroir. À chaque kilomètre, une image, une ambiance, une sensation, comme une invitation à découvrir autrement. Le Tour du Bénin, ce n'est pas seulement une course, c'est un pays qui se laisse découvrir simplement et avec élégance. Voilà, ce sera tout pour ce bulletin. On espère que vous avez aimé. Très bonne journée à toutes et à tous. Alain, c'est à vous. Merci, génial. Très bonne journée à vous également. Merci beaucoup. Allez, mesdames, messieurs, on va installer notre premier invité et c'est dans l'instant politique. Il n'est pas rare, quand on veut circuler dans une rue, de tomber sur des véhicules, non pas garés par les propriétaires devant leur maison, mais la rue est envahie par des véhicules garés par des mécaniciens. Des garages dans les rues, des véhicules abandonnés sur le trottoir, des véhicules abandonnés dans la rue, des véhicules abandonnés dans des espaces qui ne donnent pas une bonne image de la ville. Le maire de Cotonou, certainement bien informé de cette situation, a pris une décision. Très bientôt, tout ceci doit pouvoir prendre fin. Et pour en parler, nous recevons ici sur ce plateau le deuxième patron de la police municipale, cette force qui sera certainement chargée de dégager les véhicules et de parler d'une manière ou d'une autre avec les propriétaires ou mécaniciens récalcitrants. Alors, je vais lui laisser la parole. Capitaine Julio Soglo, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Ça va. Il paraît que bientôt, les Cotonois n'auront plus de soucis à mieux circuler dans les rues. Quelle en est la raison? Le maire de la ville de Cotonou, monsieur Luc Yankadia, à sa prise de service, s'inscrit dans la dynamique de permettre aux Cotonois d'évoluer dans une ville où il y a de l'espace libéré pour eux. Alors, la ville de Cotonou, c'est la ville de nous tous. Le maire de la ville de Cotonou est dans la logique que tout le monde puisse agir ensemble pour Cotonou. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de la mairie de Cotonou, ce n'est pas seulement une affaire des autorités politico-administratives, c'est l'affaire de nous tous. Que nous ayons un espace libre, un espace exploitable. Et c'est dans cette dynamique que le maire a souhaité, ensemble avec la population, que nous puissions libérer les voies, le domaine public, des véhicules abandonnés, en l'occurrence les épaves, et également des garages installés illégalement dans le domaine public. Alors, quand ces garages s'installaient, quand ils devront du moins s'installer, quelle devrait être la démarche pour avoir une autorisation ou pas? Vous savez, toute activité dans notre pays est encadrée par des tests. Et de la même façon, le domaine public, son occupation est également encadrée par des tests. Les garages en question sont censés être dans des enclos ou dans des espaces réservés pour exercer leur métier. Le métier de garagiste n'est pas combattu. L'activité de mécanicien n'est pas combattue. Ce qui est combattu, ou ce qui fait l'objet aujourd'hui d'un objectif de la part des autorités, c'est que le domaine public puisse nous appartenir à nous tous, que le domaine public puisse être libre et exploitable par tout le monde. Alors, M. Soglo, dites-nous concrètement, dans son communiqué, le maire de Cotonou invite les mécaniciens et autres propriétaires qui ont laissé des épaves de véhicules un peu partout à les dégager. S'ils ne le font pas, la mairie va s'en charger. Comment est-ce que l'opération va vraiment se passer? L'activité qui est en cours souhaite l'adhésion de tout le monde et nous aurons l'adhésion de tout le monde. Le maire Luc Yankadia est convaincu que la population de Cotonou est désormais engagée à avoir une ville propre, à avoir une ville libre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, le maire de Cotonou, dans son communiqué du 13 avril, a
souhaité que le domaine public soit libéré des épaves et des garages, il accorde une marge de 90 jours aux propriétaires des épaves, et aux garagistes afin que l'espace soit libéré. Les 90 jours ne seront pas des 90 jours lancés et qui conduiront les autorités aux oubliettes. Non. Il y a un travail qui se fait avec tous les acteurs. Les garagistes ont déjà fait l'objet d'une séance de travail avec le maire Luc Yankadja. L'autorité entend continuer à maintenir le contact avec eux jusqu'à la fin. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train d'agir pour Cotonou. Nous sommes en train surtout d'agir ensemble. D'accord. Alors, pour montrer un tout petit peu la nuisance que subissent les populations et l'ampleur du phénomène, Karamat Agbataou a réalisé ce document que nous vous invitons à suivre. Il s'agit d'une mesure d'ordre, de sécurité, de salubrité et de protection de domaines publics. À travers une note en date du 13 avril 2026, le maire de Cotonou annonce une opération imminente de libération des espaces publics encombrés par des véhicules hors d'usage qui jonchent trottoirs et abordent des routes. Un peu de temps, ça commence par se gâter. On voit les voitures qui se gâtent sur la voie et la circulation, ça bloque la circulation. Les véhicules garés sur les trottoirs, ça empêche la circulation. Ça va créer un bouchon et ce n'est pas intéressant. Il est normal que ceux dont les véhicules sont en panne viennent libérer les axes. La mesure concerne également les garages de rue installés de façon anarchique, certes dans une dynamique d'économie informelle, créatrice de revenus, mais qui pose néanmoins un véritable problème de mobilité. C'est les mécaniciens qui prennent le charge là pour leur dire qu'ils vont réparer ça et des fois si leur capacité ne suffit pas de le faire, ils laissent ça. On a vu les voitures engalées au bord des voies là. Ça nous donne aussi un peu de choc. Ça garde l'environnement. Un délai de 3 mois est accordé aux propriétaires des véhicules concernés pour se conformer à la décision municipale. Passé ce délai, les autorités procéderont à l'enlèvement et à la mise en fourrière des véhicules abandonnés. Les garages installés illégalement sur le domaine public seront fermés et les véhicules récupérés pourront être vendus aux enchères. Et voilà donc cet élément. Alors, capitaine Julio Soglo, quand nous regardons un tout petit peu l'environnement aujourd'hui, quand prenons l'exemple typique de Védocor, on a remarqué qu'il y a quand même des opérateurs économiques, on va les appeler comme ça, de petits gagne-pain, qui revendent des pièces détachées issues des véhicules, des carcasses de véhicules. Comment est-ce que ça va se passer à ce niveau, par exemple? Les opérateurs économiques dont vous parlez contribuent d'une manière ou d'une autre à l'économie de notre ville. Et le maire Luc Yankadja ne va pas en guerre contre eux. Le maire Luc Yankadja leur demande de nous aider à avoir un domaine public salubre, un domaine public non occupé illégalement. Ces derniers seront rencontrés dans les 90 jours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y aura des échanges. Ils auront également cette marge des 90 jours pour pouvoir ranger leurs produits, leurs machines, tout ce qu'ils ont. Ils auront les 90 jours pour pouvoir les ranger. Et la mairie ne ferme pas les oreilles à ce qui se fait ou ce qui se fera. Toute situation difficile dans laquelle nos populations se trouvent, il y a un creuset qui est offert pour échanger avec ces derniers, pour les accompagner afin que tout puisse être fait dans l'ordre et que l'ordre surtout soit maintenu. Dans ce communiqué du 13 avril, le maire signifie que ce sera le dernier avertissement. Mais par le passé, on a quand même vu que ce soit à Cotonou ou à Bomé-Calavi, par exemple, des personnalités ou bien des responsables aller vers les garagistes, des garages à ciel ouvert où des véhicules jonchent un peu partout. Mais finalement, il y a eu des délais. Je me rappelle, en 2025, on a donné jusqu'au 31 mars, puis après, rien ne s'est passé. Dans le cas présent, qu'est-ce qui va être la suite si éventuellement, après les 90 jours, comme délai, certains garagistes ou certains vendeurs de pièces détachées à ciel ouvert ne s'exécutent pas? Je vous remercie. À l'issue de la période accordée par le maire de la ville de Cotonou, et période dans laquelle le maire est convaincu que la population obéira aux instructions, si à l'issue de cette période quand même, on en venait à avoir des résistances, je pense qu'il n'y en aura pas quand même.
Il y aura des opérations de libération du domaine public. C'est juste ce qu'il y aura, une opération de libération du domaine public, une opération d'enlèvement de ces véhicules abandonnés pour que la ville puisse retrouver ses lettres de noblesse. Alors, quel message avez-vous à l'endroit des populations en général et de cette cible en particulier, à savoir les garagistes de rue et les vendeurs de pièces détachées à ciel ouvert? Le message du maire de la ville de Cotonou, c'est d'exhorter les uns et les autres à se mettre en règle. Se mettre en règle, en l'occurrence, à libérer le domaine public. Le domaine public, c'est la propriété de tous. Le domaine public, nous en avons besoin. Il est déjà arrivé qu'un parent qui, cherchant à éviter un véhicule épave abandonné sur un trottoir, juste pour le premier coup de marche sur la voie, s'est fait ramasser. Ce que nous faisons aujourd'hui à la mairie de Cotonou, c'est d'aider la population à être plus en sécurité. Ce que nous faisons aujourd'hui à la mairie de Cotonou, c'est d'aider la population à vivre dans un espace salubre. Nous l'avons dit par le passé, ces garages installés dans le domaine public, parfois des vidanges se font. Et nous constatons qu'à la fin des opérations, le dépôt d'huile à moteur qui est fait sur la voie n'est pas nettoyé. Ce genre de choses n'arrange pas l'image de notre ville. Et nous sommes à travailler pour que notre ville soit plus belle, qu'elle soit plus salubre. Nous les exhortons donc à nous accompagner. D'ailleurs, la devise de la mairie aujourd'hui, c'est agir pour Cotonou et surtout agir ensemble. Et vous, en tant que policier municipal, que faites-vous? Quelle action faites-vous à l'endroit, en direction des populations, des citoyens de Cotonou pour qu'ils puissent collaborer avec vous? Merci. Tous les acteurs de la ville sont mêlés à l'activité en cours. Les élus, les responsables à divers niveaux, les chefs d'arrondissement, les chefs quartiers, même les agents de la mairie de Cotonou effectuent des descentes sur le terrain aujourd'hui. Ils rencontrent les acteurs, ils discutent avec eux, ils les sensibilisent afin qu'ils puissent comprendre que l'objectif est un travail d'ensemble et que le domaine public puisse être libéré. Julio Soglo, vous êtes un capitaine, mais vous êtes beaucoup plus le directeur général adjoint de la police municipale. Votre mot de la fin? Nous voulons remercier la population parce que nous sommes convaincus qu'elle va nous accompagner par rapport à l'opération en cours. Nous allons remercier les forces de défense et de sécurité pour l'accompagnement habituel, pour le travail qui se fait, pour le bien de nous tous. Et nous vous disons merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Vous savez pourquoi? Ici, c'est chez vous. Quand vous avez un message à passer à la population, venez. C'est avec plaisir que nous allons vous retrouver et vous recevoir. Je vous remercie. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Mesdames, Messieurs, on va donc laisser partir le capitaine Julio Soglo. Sachez simplement que si vous avez des parents qui ont des garages dans les rues de Cotonou, si vous avez des amis, des parents qui font le commerce de pièces détachées avec des épaves de véhicules à ciel ouvert, il faut les sensibiliser. Ils ont 3 mois pour enlever tout ceci. Au-delà de ce délai, le maire de Cotonou, Luc Niakadia, donc dans ce communiqué datant du 13 avril 2026, se fera donc le devoir de les aider à dégager tout ceci. Ce que nous allons faire tout de suite, c'est la pause. Pour la signature. Si quelqu'un va rentrer en bon sens, il sait que la route est balisée totalement. Digo, mais ça fait complètement pénalité. Vous êtes seul sur votre vélo, vous devez pédaler. Si vous ne pédalez pas, vous faites dépasser. Les épices alliées de notre santé.
Les épices, ce ne sont pas seulement des saveurs. Elles participent aussi à la protection de notre santé. Consommer régulièrement des épices, c'est faire du bien à son corps. Le curcuma, par exemple, est reconnu pour ses capacités à détoxiquer notre organisme et participe à son bon fonctionnement. Le gingembre, quant à lui, aide à la digestion et soutient les défenses naturelles du corps. Les substances contenues dans le gingembre aideront à améliorer le métabolisme. La cannelle peut contribuer à une meilleure régulation du sucre dans le sang, surtout lorsqu'elle est consommée avec modération. Le poivre noir, quant à lui, facilite la digestion et aide l'organisme à mieux utiliser certains nutriments. Qu'en est-il alors de l'ail et de l'oignon? Ils sont largement utilisés dans notre alimentation traditionnelle. Ils participent à la protection du cœur, aident à lutter contre certaines infections et renforcent l'immunité. Comment alors bien utiliser les épices? D'abord, les consommer crus ou légèrement cuites et puis éviter les cuissons longues qui détruisent leurs bienfaits. En résumé, les épices ne servent pas seulement à relever le goût des plats, elles soutiennent la digestion, renforcent le corps et participent à une alimentation saine. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Retour en plateau, mesdames, messieurs, nous allons à présent dresser le tapis à Patrick Diossou pour la rubrique événements à la une. Il est déjà à mes côtés, Patrick Diossou, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Comment ça va? Très bien, je vais bien et la terre va bien aussi, je crois. Justement, vous parlez de la terre parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la terre nourricière. Oui, la journée mondiale de la terre nourricière. La terre, c'est notre mère. C'est la terre qui nous nourrit. C'est la terre qui nous donne tout ce que nous avons comme élément pour pouvoir vivre. Et pour en parler, nous avons un spécialiste, un expert en énergie renouvelable. Il va nous parler de cette journée, de ce sujet. Le sujet de 2026, c'est un sujet qui parle à notre cœur. Parce que le sujet nous dit notre pouvoir, notre terre, ou notre pouvoir, notre planète. Et notre pouvoir qui est notre planète, on va pousser, enfin, partir de ce pouvoir pour atteindre notre énergie, notre planète. Monsieur Docteur Faustin Darito, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment se porte la Terre? Oui, la Terre elle va plus ou moins très bien. Voilà. Oui. Cette journée de la Terre, cette journée nourricière de la Terre, qui parle de notre pouvoir, notre planète. Pourquoi ce thème de cette année, pouvoir et puis planète? Disons que, comme vous le savez, l'économie moderne est basée sur la consommation de l'énergie. D'accord. Et cette consommation, les experts ont constaté que ça a créé quelques dommages à l'environnement. Donc la Terre, c'est pourquoi des initiatives ont été prises. Déjà, pour parler de l'historique de cette journée nourricière du 22 avril, oui. Il y a un sénateur américain, Gaylord Nelson, déjà en 2009, qui a commencé à prendre l'initiative, bien sûr, avec d'autres organisations. Et 193 pays au plan international ont déjà adopté ce sujet parce qu'ils considèrent la Terre comme un patrimoine à sauvegarder. D'accord. Donc, en 2009 que les Nations Unies ont pris la résolution pour généraliser et confirmer que ce 22 avril, c'est vraiment une journée à consacrer à la Terre pour la sauvegarder en termes de réduction il faut aller vers les objectifs de décarbonation. Oui. Il faut aller vers une économie qui ne dégrade pas l'environnement, qui ne réchauffe pas davantage la Terre, parce que si on laisse courir ce risque, la vie même serait en péril. Et ce que nous n'allons pas accepter. Oui, ce que nous n'allons pas accepter. Donc, je disais plutôt, le sénateur américain avait pris l'initiative dans les années 1970. Et c'est en 2009 que les Nations Unies ont pris la résolution qui a mondialisé cette démarche. Oui.
Docteur Daïdo, une fois encore, bienvenue sur ce plateau. Merci. Quand on parle de la terre nourricière, quand on parle de l'énergie, c'est vrai, le commerce international, pour que l'homme vive, il faut de l'énergie. Et pendant des centaines d'années, on s'est focalisé sur le pétrole, le gasoil, qui génèrent des gaz à effet de serre et qui détruisent l'environnement. Aujourd'hui, on part beaucoup plus sur l'énergie solaire, pour ne pas dire les énergies renouvelables. Des véhicules électriques font leur entrée, mais est-ce que vous pensez que c'est véritablement la solution? Puisque la question qui se pose, que deviennent les batteries qui soutiennent les véhicules électriques? Voilà, je crois que le décor est bien planté. Oui. Et tout à fait, déjà, vous voyez, dans les années 70, les Nations Unies elles-mêmes ont déjà décrété les énergies renouvelables comme les énergies du développement. Parce qu'ils ont déjà mesuré l'ampleur des dégâts causés par les énergies fossiles, comme vous avez évoqué. Parce qu'il y a le réchauffement, il y a déjection de carbone. Donc, tout cela a impacté les politiques des États qui ont mis des ressources à la disposition de la recherche pour pousser ces solutions dans l'énergie solaire dont vous parlez. Il n'y a pas que le solaire, il y a l'énergie, quand on dit solaire, ça englobe le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, l'énergie éolienne. Oui. Il y a aussi notre hydroélectricité, la vieille qu'on améliore. Et puis aujourd'hui, nous parlons aussi de l'hydrogène vert, c'est-à-dire à partir de l'eau, on décompose l'eau en hydrogène et eau, et puis avec cet hydrogène, on peut produire de l'énergie, on peut faire la carburation du transport. Oui. Et voilà, donc, comme vous l'avez dit, le développement technologique a fait qu'aujourd'hui, nous avons commencé à avoir des véhicules électriques, dont la technologie est de plus en plus fiabilisée. Les batteries lithium, ça fonctionne très bien puisqu'on les utilise dans les installations solaires. Donc, on peut dire qu'il y a de l'espoir. Oui. Vous voyez, il y a de l'espoir parce que quand même, il y a beaucoup de pays qui travaillent dans cette dynamique. Bon, les États-Unis sont un peu rattrapés par la Chine. Donc, il y a de la rivalité parmi les grands, mais c'est de bonne guerre puisque ça va dans l'intérêt de l'humanité. Voilà. Mais pour rebondir sur ce que Alain disait tout à l'heure, les batteries qui sont utilisées, est-ce qu'on peut en arriver à des batteries renouvelables pour que ça ne puisse pas dégrader la terre, cette terre nourricière? Tout à fait. Disons au niveau des batteries, il y a quand même déjà des solutions technologiques de récupération pour les recycler. Donc c'est une affaire de projet, est-ce que vous voyez? Oui. J'imagine que comme notre pays va dans la dynamique de développement industriel, oui, on aura bientôt peut-être sur la zone de Glodjigbe un acteur qui va faire ce secteur. Sinon, aujourd'hui, les batteries que nous utilisons sont plutôt achetées et puis certains l'importent vers l'Inde, par exemple, pour les recycler. Et donc, technologiquement, la solution est déjà trouvée. Maintenant, lorsqu'on prend les batteries de nouvelle génération, le risque n'est plus majeur. Quand on prend la batterie lithium, c'est beaucoup plus de manipulations chimiques que les gens arrivent à manipuler, transformer et remettre en ordre de façon très technique. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de risque en la matière. Ouais, il n'y a pas de risque en la matière. Ça, c'est, je dirais, de manière générale. Tout à fait. Maintenant, si on ramène pour l'Afrique, vous avez sorti un ouvrage qui parle surtout de l'Afrique de l'Ouest, surtout de la zone CEDEAO. Tout à fait. L'ouvrage est intitulé « Droit des peuples à l'énergie, devoir des nations ». Voilà cet ouvrage paru aux éditions Venus d'Ébène. Pour en revenir à l'Afrique, comment on peut résoudre ce problème de l'énergie pour l'Afrique? Une Afrique qui a déjà de l'énergie en quantité, je dirais, industrielle. Dans votre ouvrage, pour revenir toujours à l'ouvrage, à la page 140, si vous pouvez nous retrouver à cette page, vous avez dit quelque chose à cette page 140. Vous avez parlé de l'Afrique, de tout ce qui peut sembler être la richesse de l'Afrique. Tout à fait, les potentialités énergétiques du continent africain. Oui. Voilà, donc nous avons un continent qui est doté naturellement de bonnes ressources naturelles. Oui. Il y a les énergies non renouvelables, telles que le pétrole, le gaz, on en a assez. Le Nigeria à côté. Vous avez le Sénégal, la Mauritanie.
Il y a d'autres pays, nous avons beaucoup de ressources. Et nous avons, même dans le Sahel, il y a beaucoup de ressources. Et vous voyez, on a trouvé du pétrole au Niger, il y a du gaz au Mali. Et nous avons, au plan énergie renouvelable, nous avons beaucoup de gisements. L'Afrique est gâtée. J'appelle même un scandale géo-énergétique parce que le gisement solaire en Afrique est tellement puissant qu'on peut l'utiliser pour même ne pas besoin de pétrole. Mais c'est une affaire de technologie, c'est une affaire de développement. Vous voyez, donc, j'ai parlé aussi des minéraux critiques, les cobalt, d'autres matériaux que les gens importent pour aller faire des choses qu'on vient nous revendre. Les téléphones, et même quand aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle, tout ça, il y a des matériaux critiques qu'on utilise dans toutes ces technologies. Donc, nous sommes naturellement bien dotés. Maintenant, il reste la transformation. Il faut transformer et c'est là où il y a le risque. C'est là justement le problème. Qu'est-ce qui, à votre avis, docteur Daito, empêche les dirigeants africains, puisqu'après tout, c'est une question de volonté et de décision politique, qu'est-ce qui les empêche d'exploiter véritablement ces ressources en énergie pour leur population? Je pense qu'on a des problèmes beaucoup plus techniques. Il faut structurer les financements pour avoir les capacités financières. Mais avant cela, je vais sur le plan des ressources humaines. C'est une affaire de technologie, il faut former les gens. Mais généralement, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de Béninois, d'Africains formés, ils sont pleins. Mais ils sont dans les laboratoires des pays développés. Parce que, parce que les structures que nous avons mises en place ne permettent pas de les capter. Nous avons un besoin de mettre plus d'argent dans la recherche scientifique et technologique. C'est surtout ça. Vous voyez, quand on prend le nombre de brevets que les pays développent, les pays développés chaque année, l'Afrique est très en retard. Parce qu'on ne privilégie pas la recherche scientifique et technologique. Ça, il faut que les États améliorent ce plan. Je crois que c'est sur ce plan que moi, je leur ai fait une observation, d'augmenter les budgets de recherche scientifique et technologique. Parce qu'aujourd'hui, les pays qui mettent plus de ressources, c'est eux qui émergent. Quand vous prenez la Chine, par exemple, eux, ils ont même dépassé les Américains. Ils sont à 7% du PIB de leur budget pour financer la recherche. Vous voyez, ils ont la Chine a beaucoup de brevets, au moins 3 fois le niveau que les États-Unis même déposent chaque année. Parce que les autres sont autour de 2% aux États-Unis ou en Europe, mais eux, ils sont à 7% de leur budget parce qu'ils savent que c'est ça qui est libérateur. Et surtout, la recherche basée sur les technologies de l'énergie, c'est ça qui fonde aussi la capacité stratégique des États. Vous voyez, ce qui se passe dans les pays que vous imaginez, c'est la guerre de l'énergie, basée sur la puissance technologique. Oui, actuellement, la guerre qui... Oui, c'est la guerre de l'énergie, parce que la guerre pour dominer les ressources énergétiques, pour avoir la puissance économique, mais pour avoir cette capacité de guerrière, il faut développer la technologie, et c'est la technologie de l'énergie. Vous voyez, donc nous devons, si on doit faire un effort d'accélération, il faut mettre plus de moyens pour la recherche scientifique et technologique, organiser un cadre où nos compatriotes qui sont formés dans ces pays, lorsqu'ils reviennent au pays, ils se sentent en sécurité pour rester. Parce qu'il y a ça. Parce que quand vous faites ces pays, le Canada, les États-Unis, vous revenez ici, il faut vraiment avoir la chance d'avoir des gens pour vous mettre un peu en confiance. Sinon, généralement, les gens, ils paniquent et puis s'en vont. Oui, nous avons beaucoup de capacités. Votre exemple, quand vous avez fini... moi j'ai la chance quand même que le gouvernement de mon pays, à l'époque, ils m'ont mis à l'épreuve. Donc, on était dans une situation où les télécommunications ne fonctionnaient pas. Ce n'est pas comme aujourd'hui où toutes les voies sont asphaltées. C'est la terre de bas partout. Ils avaient des problèmes pour convoyer le gasoil. Les pièces de rechange étaient difficiles et puis les gens volaient tout. C'est ce que les gens disaient. Donc, ils ont demandé qu'on fasse un essai pour alimenter les centraux téléphoniques, surtout dans la région septentrionale du pays. Et c'est ce que nous avons commencé à essayer sous le ministre Houdou Ali à l'époque. Il était ministre de la communication du général Mathieu Kérékou. On a fait quelques essais et qui ont allumé la confiance des bailleurs qui ont financé le Bénin. Et nous avons accéléré cette dynamique qui a fini par englober aussi le secteur hydraulique villageoise. Et puis après, les gouvernements successifs se sont mis dedans. Le Bénin a adopté une politique énergie renouvelable.
quand même, nous sommes sur la bonne voie parce qu'aujourd'hui, le Bénin est en train de monter dans sa capacité de puissance en matière de production d'énergie électrique, y compris le renouvelable. Est-ce que vous voyez? Nous sommes dans la transition énergétique des nations. Le Bénin aussi prend sa stratégie. Nous sommes aujourd'hui environ à 10% du mix énergétique. Donc on prévoit dans la planification être à 30% d'ici 2030. Je pense que nous avons pris des politiques par exemple le PONADER, le Projet national de développement des énergies renouvelables, que le Bénin a pris, avec des moyens qui sont à l'appui. Il y a même un fonds dédié qui permet de faire de la subvention. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Le Bénin a pris une nouvelle... nous avons revu le code de l'électricité. Avant, c'était un code de monopole de la SVE. Maintenant, c'est un code qui encourage les investisseurs nationaux ou internationaux à investir dans le secteur. Ouais, donc il y a comme une sorte de libéralisation. On a libéralisé avec des dispositifs d'accompagnement. Il faut dire ça. Parce qu'il y a la loi des finances. Aujourd'hui, dans les 10 dernières années, ça a été clair. On désarme au niveau fiscal et douanier pour que les gens puissent installer à moindre coût aux populations. Est-ce que vous voyez? Donc surtout, l'accent est mis sur les hors réseau, c'est-à-dire les zones où la SDE n'est pas encore. Et puis, ces dernières années, vous avez entendu parler du MCA Bénin 2. Donc, tout l'investissement, près de 400 millions de dollars, ça a été englouti dans ce secteur, d'où notre capacité est en train de monter, mais ce n'est pas encore suffisant. Justement, j'allais vous poser la question. Docteur Daito, le Bénin a installé des centrales avec des systèmes photovoltaïques, mais qu'est-ce qui empêche le pays d'encourager la production de ces matériaux sur place au lieu d'en importer? Le public en importe, le privé en importe. Finalement, est-ce que cette manière de produire de l'énergie nous est avantageuse? Tout à fait, vous avez touché un bon point. Vous savez, les projets industriels, c'est surtout le secteur privé qui prend l'initiative. Oui. Vous voyez? Donc, si le secteur privé, surtout national, ne prend pas l'initiative, parce que les gouvernants, eux, ils facilitent le cadre. Aujourd'hui, on a créé la GDIZ. Et ça ne nous empêche pas, nous, les opérateurs du secteur, surtout que nous avons une association professionnelle où on peut faire un consortium et y aller. Je vous remercie, parce que c'est un défi que vous nous lancez comme ça. Parce que sur certains points, on ne peut pas attaquer le gouvernement. C'est la vigilance des opérateurs privés. C'est à nous de prendre ces initiatives. Mais il y a aussi des blocages au niveau administratif qu'il faut lever. Est-ce que vous voyez? Parce que des fois, vous prenez les risques et ça se retourne contre vous. Quand vous faites une, deux fois, vous devenez prudent. Parce que moi, je suis quand même un peu... ça fait un peu d'années que je suis dans ce secteur. On peut affirmer sans fausse modestie que vous êtes une mastodonte. Parce que vous voyez, quand j'ai démarré il y a 40 ans, j'ai commencé à fabriquer des chauffe-eau solaires, j'ai fabriqué de l'électronique, tout ça. Mais je n'étais pas en sécurité parce que j'avais à l'époque, je dis à l'époque, j'avais des blocages d'abord au niveau de l'administration fiscale parce que les gens, ils arrivent, ils disent tu ne déclares pas tes clients, tout ça. Bon, on ne se comprenait pas parce que les gens ne connaissaient pas. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, vous allez à la douane partout, ils connaissent le solaire, ils nous encouragent même, il faut être honnête. Je parle d'il y a 30 ans. À l'époque, ils ne connaissaient pas. Donc, même pour avoir du financement pour organiser un laboratoire, c'était difficile. Vous voyez, donc c'est ça. Je crois que c'est un défi, nous devons y aller parce que l'État est en train de mettre les outils qu'il faut. Donc, nous, les opérateurs du secteur privé national, on doit s'organiser. Et sinon, il y aura problème parce qu'on ne peut pas toujours jeter la pierre à l'État central. On doit se battre pour prendre notre place dans ce Conseil des Nations. C'est très important. Un Conseil des Nations où vous avez dit droit des peuples à l'énergie, devoir des nations. Et devoir des nations, à la page 189, je crois, oui. Et il y a une pyramide que vous avez faite, une pyramide par rapport à cette énergie. Comment, à partir de l'énergie, on peut atteindre, je dirais, l'indépendance, la grande indépendance de tous les pays. Tout à fait. Et quand nous avons proposé ce modèle innovant pour démontrer que la puissance des nations est basée sur un certain nombre de souverainetés. Oui. Et la première souveraineté, c'est la souveraineté énergétique. Si un pays n'a pas la maîtrise énergétique, son développement est voué à l'échec. Donc, quand vous regardez tous ces grands pays,
c'est des pays dans lesquels l'énergie disponible par trait d'habitants est très élevée. Vous allez voir que les technologies énergétiques sont très puissantes. Oui. Même tout ce qui se passe en termes d'influence géostratégique, géopolitique, tout ça, c'est basé sur l'énergie. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, nous devons prendre conscience de ça. C'est pourquoi on a mis ça, pour qu'on regarde encore ça. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent les gouvernants, la preuve en juillet, ils connaissent ça. Mais c'est qu'il faut qu'on mette l'emphase sur ça. Oui. La souveraineté énergétique, par exemple, je compare un paramètre ou un indicateur. La capacité électrique installée par million d'habitants, par exemple, c'est un paramètre que nous on prend pour classer les pays en termes de souveraineté énergétique. Quand on considère ça, les pays de la région Afrique de l'Ouest, on est très en retard. Parce que vous allez, quand on prend les pays d'Afrique de l'Ouest, on est quoi? On n'est même pas à 300 mégawatts installés pour 1 million d'habitants. Mais quand vous allez en Europe, ils sont à 2000 mégawatts. Vous allez aux États-Unis, ils sont à 3000 mégawatts. Vous voyez, c'est un peu les chiffres. Pour 1 million d'habitants. Oui, pas 1 million d'habitants. C'est ça qu'il faut regarder. Par exemple, nous ici maintenant au Bénin, on tend déjà vers 15 millions d'habitants. Ça veut dire que normalement, à l'heure où on parle en 2026, on doit être au moins dans les 2000, 3000 mégawatts. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas. Donc on doit se réveiller. Et ça, ce n'est pas forcément la faute politique. C'est l'administration, les cadres qui doivent pousser les politiques. Parce que les politiques, ils mettent dans le... Par exemple, regardez le PAG, c'est dedans. L'ambition est là. Oui. On aurait déjà fait 2 centrales thermiques au lieu de 1. Ce n'est pas le gouvernement, mais c'est les cadres dans leur façon de fonctionner. Ça bloque. Quels sont les goulots d'étranglement mis en place ou bien que mettraient en place les cadres dont vous parlez? Oui, moi je pense qu'il faut créer un guichet unique de formalité pour contracter dans le secteur énergie. Parce que tant que l'État ne fera pas ça, on va dépendre des gens. Il y a les aléas psychologiques. Oui. Il y a aussi le manque de maturité, de compréhension des démarches. Il y a aussi parce que c'est de la structuration financière au bout du rouleau. Bon, les gens ne sont pas à ce niveau et ils ne comprennent pas les modèles que les promoteurs apportent. Donc, on tourne en rond. Il y en a même qui ne reçoivent même pas les promoteurs. Vous écrivez, ils ne répondent pas, alors qu'ils sont installés là pour l'État. Ils sont payés, mais ils ne jouent pas le rôle pour lequel l'État les a recrutés. Donc, tout ça, c'est des griefs que nous, on a et qu'à un moment donné, il faut qu'on écrive à l'autorité pour qu'on mette des cadres qui sont prêts à écouter les investisseurs et rendre compte, pour qu'on choisisse les bons projets et permettre au pays d'avancer. Puisque vous affirmez que pour que les peuples aient de l'énergie à foison et soient à l'aise, c'est une devoir pour les nations. Tout à fait. C'est un devoir, pour les nations. Tout à fait. C'est un devoir pour les dirigeants. C'est ça. C'est leur responsabilité. Et ça, vous voyez, quand vous regardez la pyramide, au bout, on a la souveraineté militaro-spatiale. Nous devons aller et très rapidement avoir des satellites dans l'espace. Oui. Pour la maîtrise de notre territoire. Oui. Pour la maîtrise de notre sécurité alimentaire. La maîtrise de la sécurité même au plan physique. Est-ce que vous voyez tout ce qui se passe au nord du pays? Si on est dans l'espace, mais on prévoit tout ça et on sait comment il faut faire. Donc on doit aller dans ça. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Oui. Oh, super. Alors aujourd'hui, 22 avril, c'est la journée mondiale, je le rappelle, de la terre nourricière. On ne pourra pas parler de tout ce qui tourne autour de la terre nourricière. Ouais. Mais s'il faut un dernier mot, un mot de la fin par rapport à cet entretien qui nous permet d'atteindre votre ouvrage, un ouvrage de 280 pages, un ouvrage qui est paru aux éditions Vénus d'Ébène, un ouvrage qui a été préfacé par le ministre de l'Agriculture. Oui. Ah, c'est le ministre de l'Agriculture. Tout à fait. Oui, oui. Qui a préfacé cet ouvrage. Parce qu'il nous a encouragés, parce que le rôle de l'énergie dans le développement de l'agriculture, c'est très puissant aujourd'hui. La sécurité alimentaire, parce que l'agriculture est modernisée. Oui. On n'est plus dans l'agriculture approximative, il faut attendre la pluie naturelle. Donc il faut faire des exploitations d'une certaine taille, irriguées, avec certaine prévisibilité, oui, avec un accompagnement technologique qui permet la productivité. Est-ce que vous voyez? Donc, il nous a vraiment encouragés, je le remercie encore. Le ministre Gaston Dossou. Tout à fait. Et puis, je remercie aussi le président
le président Talon, parce qu'on lui a dédicacé un numéro. Et puis, je crois que les échos sont tels qu'il a beaucoup apprécié. Ah, super. Voilà. Et il y a postfacé par le docteur Godon Dosso, qui est actuellement le premier questeur à l'Assemblée nationale. Oui, donc c'est pour vous dire que la problématique, c'est bien perçu par les autorités. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut peut-être, le management au niveau de l'administration, il faut revoir ça, avoir un guichet unique. Quoique nous avons une autorité de régulation qui fonctionne bien, et quand le dossier va à leur niveau, ils gèrent ça bien, mais il faut qu'une administration du milieu traite ça correctement pour que ça à leur niveau. Donc c'est à ce niveau qu'il y a les présenteurs que je dis. Il faut agir sur ce maillon. Voilà, il faut agir là, pour que parce que nous avons besoin de... Vous voyez, la GDIZ, c'est une référence internationale. Super. C'est une référence. Il y a 10 jours ou 2 semaines, nous sommes allés là avec un fonds d'investissement italien. Il y avait plus de 50 personnes. Les gens étaient sidérés. Sidérés. C'est une référence. Maintenant, moi, ma préoccupation, là, à un moment donné, j'étais devenu stressé tout de suite. Et le déploiement qui est en cours, ça demande qu'on mette des capacités. Nous devons mettre des capacités énergétiques qui doivent être en proactivité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les gens s'installent pour avoir de déficit en énergie. On doit mettre des capacités de réserve. Surtout, vous voyez, notre nouveau président élu, le président Romuald Wadaï, voilà, il a sa stratégie, il parle de 6 zones stratégiques. Oui, 6 zones stratégiques. Et ça veut dire que chaque zone aussi aura un pôle industriel. C'est ce que nous avons compris. Et chaque pôle, il nous faut mettre au moins 2000 mégawatts. C'est-à-dire qu'il faut que les ambitions soient fortes. Parce que les cadres que je déploie, ils ont des petites ambitions. Parce qu'on parle de 100 mégas, 200 mégas. Non, on n'est plus dans ça. Surtout que nous avons le marché régional de l'électricité, la CEDEAO, qui fait que même si on produit en surplus, on peut injecter dans ce réseau et vendre aux autres pays. Donc, on n'a pas c'est une affaire de structuration. On ne devrait pas avoir de limite en fait. Non, il faut produire. Le pays le permet. Du sud au nord, il y a les potentialités au nord, par exemple, à partir de la région d'Assa jusqu'à Kandi, Malanville. On peut mettre des centrales solaires photovoltaïques comme thermiques. Il y a des microclimats où on peut mettre des éoliennes. On peut faire l'hydrogène vert sur la côte maritime. Parce que moi, j'ai fait encore un travail sur ça. On fait l'hydrogène vert sur la côte maritime. Il y a beaucoup de possibilités. On peut, au niveau de l'agriculture, la transformation de la biomasse en gaz pour faire la cuisson, pour les transformations agro-industrielles. On peut faire des chauffe-eau solaires pour les ménages. On peut faire des séchoirs agricoles pour sécher les denrées agricoles que les gens exposent sur l'asphalte. Ouais, il y a beaucoup de possibilités, d'où la nécessité de mettre des ressources à disposition pour que la recherche appliquée et scientifique soit vraiment plus consolidée. Eh oui. On n'a pas envie de laisser le docteur Faustin Darito partir avec toutes ces idées-là, de très bonnes idées. Merci, docteur. Merci beaucoup. Aura certainement l'occasion de vous revoir pour approfondir ces idées. Merci beaucoup. On retient qu'aujourd'hui, 22 avril, c'est la journée mondiale de la terre nourricière. Et les numérologues ont dit que 22, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Avril, ça fait 4e mois. Et ça fait les 4 coins cardinaux pour pouvoir avoir une planète en bonne forme et en très bonne forme. Merci, docteur Faustin. Merci, cher ami. Merci beaucoup. Merci, docteur Darito. Ici, c'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Nous serons heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Allez, merci Patrick. Oui, merci et à demain. Bonne journée de la Terre. Oui, ça c'est important. Allez, chers amis, nous allons donc laisser partir Patrick Gérard-Alain Diosso avec son invité et nous allons installer une autre rubrique dont voici le tapis. Elle vient dans une seconde à mes côtés et vous la voyez, oui. Je ne viens pas. Eh bien, tu es là. Bonjour, Alain. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Heureux de vous accueillir, Ghislaine. Ce matin, vous abordez un sujet très important pour les populations. Absolument. Vous avez parlé de la terre nourricière et nous allons parler de l'environnement, de l'agriculture avec
un éminent professeur qu'on ne présente plus, hein? Dr Placide Clédio, il est climatologue et il vient aujourd'hui nous parler d'un centre révolutionnaire implanté au cœur de l'université d'Abomey-Calavi, que moi j'ignorais. Alors avec le docteur aujourd'hui, je vais sortir de ma zone de néophyte pour devenir aujourd'hui une connaisseuse du climat du centre Valdera. C'est bien ça, docteur Clédio? Ben, bonjour. C'est professeur Clédio. Et professeur Clédio, toutes nos excuses, voilà. Tu vois, très important. Ben voilà, le professeur Clédio est climatologue. Aujourd'hui, il est avec nous pour nous parler du centre Valdera qui va organiser bientôt des journées portes ouvertes. Oui. D'accord. C'est pour se faire mieux connaître par nous, les néophytes. Et tout de suite, docteur, dites-nous, le centre Valdera, c'est quoi déjà? Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette opportunité que vous m'avez accordée pour parler du centre Valdera. Le centre Valdera, c'est un centre, c'est un laboratoire, je vais dire, qui s'occupe de la gestion, de la valorisation des déchets à l'université d'Abomey-Calavi. C'est créé uniquement pour pouvoir faire l'assainissement du campus d'Abomey-Calavi. Valdera, c'est un sigle, hein? Je me souviens. Oui, c'est valorisation des déchets en énergie renouvelable et en agriculture. Donc, c'est ça qui a donné Valdera. Et quelle est la mission principale de ce centre et à quels besoins spécifiques répond-il? C'est assainir d'abord le campus et on a pour mission d'installer ce centre dans les 77 départements du pays. Bien entendu, en dupliquant... Les 77 communes, vous voulez dire? Communes, pardon. Les 77 communes du pays. Et en commençant par les universités publiques aussi, parce qu'on l'a installé aussi à Parakou déjà. Ah d'accord. Et aujourd'hui, il n'y a que Cotonou et Parakou qui disposent de ce centre? Oui, c'est un centre qui est installé sous forme de laboratoire, en même temps pour la formation de tous ceux qui font leur licence. Ils viennent faire leur stage pratique au niveau du centre Valdera. Et pour Parakou aussi, c'est la même chose. Parakou a même amélioré mieux que Cotonou, où la formation est vraiment directe. Professeur, dites-nous, le centre existe depuis combien d'années déjà et quelles sont les principales activités, notamment celles liées à la formation? En fait, en 2012, on a commencé par travailler, mais c'est en 2014 que par arrêté électoral, ça a été créé, par arrêté électoral en 2014. Et depuis 2014, on est en train de travailler. On a eu un temps de latence lorsque la société de gestion des déchets a commencé par intervenir sur le campus. La matière première que nous utilisons, c'est cette matière première qui est ramassée et qui est déposée à sa vie. Donc ça a un temps de latence, mais maintenant on s'est entendu avec la SGDS. La SGDS a même sponsorisé les activités que nous voulons mener les 23 et 24. C'est pour traduire un peu son accord pour qu'on puisse, dans la complémentarité, et régler le problème de la gestion des déchets sur le campus. Professeur Clédio, quand on parle de déchets, pour le citoyen lambda, c'est quelque chose qui n'est pas récupérable. Quand on a fini d'utiliser, de bénéficier des objets, ce qui reste, il faut jeter. Mais vous parlez de donner de la valeur à ce qui est jeté, ce qui est déchet. Quelle compréhension le citoyen peut en avoir? En prenant votre définition, ce qui n'est pas utile, mais c'est relatif. Ce qui n'est pas utile pour vous peut être utile à un autre. C'est comme si on prend l'exemple des Achuta et autres. Les autres sont débarrassés, mais ça sert quand même des choses. Même les véhicules au port. Le professeur parle de la friperie et des véhicules venus de France. Oui. Deuxième mai. Non, c'est dit seulement que ce qui est jeté, en fait, constitue matière première pour nous autres. Et nous soutirons de ça les éléments que nous valorisons maintenant. Comme au niveau du centre Valdera, on a 4 sections. La section qui s'occupe des sachets. Les sachets, on les récupère, on les transforme en pavés, en tuiles et autres. Tout ce qui est biodégradable, on les récupère, on les transforme en compost. C'est pourquoi on parle de l'agriculture dans le cycle de Valdera. Tout ce qui est liquide, les bouts de vidange et autres, là, nous les récupérons, on les transforme en biogaz. Et le jour, là, le 23 ou le 24, la population, le public aura la possibilité d'acheter directement le gaz que nous allons, on a déjà emmagasiné dans des sacs de 1 mètre cube qui pourront utiliser à la maison comme le gaz domestique. Comme tout simplement. Oui. De plus en plus, professeur, on voit qu'il y a des ménages qui
sollicite des spécialistes d'installation de biogaz. Tout à fait. Quels en sont les bénéfices et peut-être les risques aussi? Le centre Valdera est au cœur de ça. C'est actuellement celui qui fait la promotion de ces installations, c'est le biogaz Bénin. Et c'est un produit du centre Valdera. D'accord. Il est avec moi jusqu'à présent. Et le jour où je serai là, et c'est lui qui installe même ces produits que nous allons vendre. Ils sont deux dans le domaine. Il y a Madoché aussi. Donc, vous avez la possibilité de vous faire installer maintenant les biodigesteurs dans les maisons. Donc, à partir de vos fosses septiques, on va transformer le système et vos fosses septiques vont vous aider maintenant à avoir de gaz en cuisine que vous allez utiliser directement. Donc, vous avez la possibilité le 23-24 là, de faire la commande. On va vous installer directement dans vos maisons. Oui, la question de Alain a sans doute de montrer l'utilité, mais quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences aussi par rapport à l'installation du biogaz à la maison? Non, il y a plus d'avantages que de conséquences, je vais dire, parce qu'il n'y a pas de risque où ça peut exploser. Parce que nous ne comprenons pas le gaz dans des bonbonnes. Et ça qui est le danger en matière d'utilisation de gaz. On prend le gaz directement dans des sacs, c'est pourquoi le sac est grand. Contrairement aux bonbonnes, il faut comprimer le gaz à l'intérieur. Les désagréments qu'on a, peut-être, c'est un peu l'odeur. C'est un peu l'odeur qui est gérée dès que vous commencez par brûler le gaz. D'accord. Est-ce que les sacs ne sont pas plus fragiles que les bonbonnes, en fait? Non, non, les sacs, c'est conçu. Regardez les sacs qui sont là. C'est ça que nous avons à l'antenne en ce moment. Voilà, ça, là, c'est les sacs de 5 mètres cubes. Ça, là, on emmagasine pour pouvoir l'utiliser. Alors, ce qu'on veut faire, derrière, vous allez voir, il y a un petit sac derrière là. Vous allez voir que c'est le sac de 1 mètre cube. Ça, la population peut l'acheter, aller l'utiliser directement à la maison. Oui, mais professeur, après, on peut vous poser la question de savoir, mais si, avec la complicité de Timothée, si j'ai un sac comme ça, il est énorme, où est-ce que je le mets chez moi pour cuisiner? Comment est-ce que je fais si je suis, par exemple, dans une cour commune ou bien en location dans une petite pièce? Oui, on a prévu, vous allez voir que c'est suspendu. On a prévu ces installations en hauteur pour avoir de la place en bas. Ah, d'accord. Oui, oui. C'est comme quand on met les tanks d'eau. Les tanks d'eau, quand on fait les forages. Voilà, c'est exactement comme ça. Alors, on va les rappeler. Vous avez cité pêle-mêle les résultats concrets auxquels le centre Valdera est arrivé aujourd'hui. C'est d'abord les bénéfices en matière de formation. Vous allez voir que c'est un système intégré à l'image de l'économie circulaire. C'est comme ce qui se passe à Songhai et à Porto Novo. Et la différence, c'est que nous les formons et ils peuvent s'installer eux-mêmes. À leur propre compte. Voilà. Et les appareils que nous utilisons ne sont pas des appareils gigantesques où ils ne pourront pas acheter. D'accord. C'est la différence. Donc, ça fait partie des éléments, des résultats que nous avons. La formation, d'abord. Maintenant, de façon concrète, nous avons le biogaz qui est disponible. Il y a le compost qui est estampillé Université d'Abomey-Calavi, Centre Valdera, et que vous pouvez acheter directement pour aller faire de l'agriculture, pour aller faire le jardin. Vous avez, j'ai parlé du biogaz, du compost. Il y a la possibilité maintenant d'installation, je ne sais pas si c'est dans les images, d'installation des jets d'eau. Les jardins publics, le Centre Valdera peut vous aider à l'installer parce qu'on l'a fait sur le campus. Ah, d'accord. À titre de démonstration, on l'a fait sur le campus. Vous allez voir, on peut l'installer dans les maisons pour vous et dans vos jardins, les jets d'eau pour agrémenter un peu les espaces verts, par exemple. Alors, professeur, moi j'ai une question pour vous. On sait que, on sait que les Béninois sont de plus en plus invités à consommer des produits frais et donc des produits maraîchers, par exemple. Quelle politique mettez-vous en place pour faire disparaître progressivement les engrais chimiques au bénéfice des composts naturels, je vais dire, créés à partir d'éléments ou bien de déchets organiques sur le campus d'Abomey-Calavi, à l'endroit des maraîchers de nos villes, par exemple. Justement, on va commencer par les produits maraîchers parce que l'idéal, c'est vraiment de cesser d'utiliser les produits chimiques. On ira jusqu'au coton. C'est possible, ça? Bien sûr. Lorsqu'on va augmenter la production des composts,
vous allez voir qu'on va remplacer progressivement le coton parce qu'on a couplé avec, je ne sais pas si c'est dans les images, les urinoirs publics non, que j'ai installés en temps au terrain. Oui. Voilà. Là, on récupère l'urine. Pour le coton, par exemple, parce qu'on utilise l'urée. On récupère l'urine et avec l'urine, on va amender le sol pour cesser d'utiliser les engrais chimiques, par exemple. Donc, le centre Valdera est très pensé pour pouvoir régler ces problèmes sur le plan environnemental. Cesser d'utiliser les engrais chimiques, proposer maintenant le compost qui est un engrais organique. Actuellement, c'est que à l'échelle de la production, on est encore limité. C'est pourquoi on ne répond pas. Mais actuellement, tout ce qu'il y a comme produit maraîcher, on propose le compost pour pouvoir remplacer les engrais chimiques que les gens utilisent. On constate avec vous que le centre Valdera est en train de prospérer. Mais qui dit prospère dit aussi rencontre de défis. Quels sont aujourd'hui les gros défis et que rencontre le centre Valdera? Le dernier développement, déjà, ça fait partie des défis parce que développer à l'échelle, à grande échelle, le compost et le biogaz, c'est ça les grands défis que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il faut, pour pouvoir servir la population, la demande sur le terrain, pour pouvoir servir la population, c'est un grand défi pour nous. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire la démonstration qu'on peut produire, il y a la rentabilité et produire à grande échelle avant de pouvoir dire que nous sommes en mesure de remplacer ce qui existait. Si aujourd'hui, maintenant, je dis, bon, le centre Valdera, on ne va plus utiliser l'engrais chimique, est-ce qu'on est en mesure de fournir à hauteur de ce qui est? Voilà, les grands défis que nous avons. En temps, le président de la République avait parlé des chutes des tiges de coton. Le centre Valdera peut l'utiliser et les transformer en énergie qu'on peut utiliser directement sur le site. Donc c'est autant de réflexions que nous avons au centre de centre Valdera. Et par rapport aux perspectives d'avenir, quels sont les projets en cours pour le développement du centre? C'est d'installer, comme j'ai dit au départ, là, le centre Valdera dans les autres universités nationales du Bénin et ensuite dans les 77 communes du Bénin. Et on a commencé par le faire. On a travaillé avec la commune de Sénépoudi déjà. Il y a les communes de Dogbo qui se sont réunies en association et on a commencé par travailler avec eux. Nous formons les éboueurs pour eux. Donc, en matière de gestion des déchets, la SGDS rencontre un autre problème, c'est la sensibilisation pour que les gens puissent vraiment utiliser les poubelles, par exemple. On est déformé et même si on mange, vous avez la poubelle qu'on jette. Donc, Valdera intervient dans ce domaine-là. Donc, il y a le volet formation que nous faisons maintenant et ce serait amplifié au niveau des 117 communes pour plus aider les communes à former leur population à respecter vraiment l'environnement. D'accord. Vous parliez tantôt des journées postes ouvertes qui démarrent le 23. Le 23, le 24, là, on a les journées postes ouvertes. Avril ou mai? Avril. Le 23, c'est déjà demain. C'est demain. Parce qu'on a un temps de latence. Et moi-même, j'étais pris un peu au niveau de... Je suis le directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire, donc j'étais vraiment pris. Mais on a reçu la Cour des comptes au niveau de l'Université Abou-Mekalavi qui a recommandé à ce qu'on puisse rapidement réveiller Valdera et recommencer les activités. C'est pour ça qu'on va démarrer les journées portes ouvertes demain pour montrer ce que nous faisons et lancer les activités. Et le recteur actuel, il est tellement preneur et c'est lui-même qui m'a encouragé à reprendre les activités au niveau du centre. Le professeur vient de le souligner, il est de l'école pluridisciplinaire, le directeur oui. Voilà. Donc ils sont en pleine soutenance et il va nous quitter dans quelques minutes. Mais avant de partir, est-ce que vous pouvez laisser un message, notamment par rapport aux postes ouverts? Qui sont ceux qui sont attendus? Qui sont ceux qui sont invités? C'est tout le public, particulièrement le monde universitaire. Ils viendront voir ce qui est fait au centre Valdera. C'est installé sur le campus et ça se développe sur le campus. Seulement, nous ne prenons pas les déchets de l'extérieur. Nous exploitons que les déchets du campus. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Oui, justement, actuellement, si ce n'est pas suffisant, nous pouvons faire appel de façon méthodique. Mais nous ne pouvons pas transformer le campus en dépotoir où les communes viendront déposer leurs déchets. Donc, je me suis entendu avec la SGDS où nous allons prendre les déchets, extraire
ce qui est utile, et c'est les déchets ultimes qui pourront faire sortir du campus et aller déposer maintenant au centre d'enfouissement sanitaire. D'accord. Merci beaucoup, professeur Clédio. À moins que vous ayez un dernier message, on va vous libérer pour aller voir vos étudiants. Je vous invite, surtout les journalistes, de venir voir ce qui est fait au centre Bladira. En dehors de ces produits qu'on a cités, il y a la formation. Et tous les stagiaires sont là, du CIFRED, de l'EPAC, des autres structures en environnement. Les étudiants, avant de finir leur licence, ils viennent faire leur stage au centre Bladira. Je vous invite vraiment à... Moi, j'ai une toute dernière question, si vous le permettez. Mais non, si le professeur Clédio. Allez-y. Professeur, dans quelques semaines, ça va être déjà la porte des vacances. Est-ce qu'au-delà des étudiants, vous avez un programme pour les vacanciers, pour, par exemple, se faire former dans la fabrication de pavés à partir du sachet plastique, par exemple? Tout à fait, tout à fait. Il y a des programmes de 2 mois, de 3 mois et de 6 mois. C'est programmé comme ça au niveau du centre. Donc, en dehors de l'université, voilà les pavés qui sont sur voilà les pavés. C'est installé sur le site directement. Et ça, c'est des pavés issus des sachets plastiques. Des sachets plastiques. Et ces pavés peuvent être utilisés comme les pavés fabriqués avec du ciment? Oui, justement. Le seul problème que nous avons, c'est plus cher que le pavé à ciment. C'est plus cher. Donc, pour la rentabilité de ces pavés-là, c'est que nous utilisons le volet environnement. C'est qu'une fois que vous arrivez à transformer les pavés, ça fait une valeur ajoutée au niveau de la résilience en climatologie, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on calcule la rentabilité. Sinon, si on devait prendre la rentabilité, c'est un peu plus cher que les pavés en ciment. C'est pourquoi vous ne voyez pas les pavés en plastique un peu partout. Un peu partout. C'est ça. Mais au lieu d'enfouir les sachets dans le sol, il vaut mieux les fabriquer des pavés comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il faut voir la rentabilité. Donc, on peut faire la formation pour eux, la formation en biogaz, nos feuilles que nous avons, que nous utilisons après 10 ans normalement, vous êtes en mesure de les détruire. Au lieu de les détruire, nous allons les transformer en alvéoles pour les œufs, les plateaux d'œufs. On va les fabriquer directement. Il y a du biochar, il y a du chambon organique, il y a pas mal de choses que nous faisons là. Et cette formation, si c'est 1 mois, ça dépend de votre disponibilité. On peut faire 1 mois, 3 mois et 6 mois et délivrer les attestations avec l'appui du rectorat. Ah ben oui, c'est très intéressant. Voilà qui est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Professeur Placide Clédio, merci beaucoup. Merci. Et on aura l'occasion de vous revoir sûrement ici encore pour nous donner de plus amples informations sur comment on peut gérer notre nature, comment on peut gérer nous-mêmes nos déchets et en profiter largement. Merci pour ne beaucoup. plus penser que c'est des déchets qu'on va tout le temps surtout sauvegarder et protéger l'environnement que nous allons léguer aux générations qui arrivent. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci infiniment et à très vite. Merci. Allez, mesdames, messieurs, je crois que ça va être donc la fin de cette rubrique avec Ghislaine Adimi et son invité, n'est-ce pas, Ghislaine? Oui. On se retrouve demain. Pour une autre thématique. Pour une autre thématique. C'est clair. Merci à vous. Allez, mesdames, messieurs, on va accueillir à présent un instant de santé. Et oui, parce que instant santé, c'est très important. Vous savez pourquoi? Parce que votre santé importe pour nous. Et on va installer Christelle Tongodo avec ce tapis. Les troubles urinaires. Et oui, le sujet a été promis hier. On vous a promis qu'on en parle aujourd'hui. Et donc, nous allons en parler. Les troubles urinaires chez l'homme, est-ce un phénomène banal ou tout simplement une alerte sérieuse, un problème capital pour lequel il faut s'inquiéter? Christelle Tongodo est déjà sur ce plateau. Christelle, bonjour. Alain, bonjour. Et ce matin? Super bien, ça va. Et vous? Ça va, j'ai la pêche. Ah oui, ça se voit, hein? Ça se voit, oui, tout à fait. Alors, ce matin, donc, c'est les hommes qui sont concernés par votre rubrique. Ah oui, il y a certains hommes qui ont des difficultés à uriner, qui se réveillent fréquemment, notamment, justement, pour satisfaire ce genre d'envie. Et cela peut
pourrait éventuellement cacher des troubles urinaires, des problèmes de santé, j'ai envie de dire, très graves. Et nous allons voir tout ceci avec notre invité du jour, le professeur Fred Rodonou, qui, je précise, est maître de conférences agrégé en urologie, andrologie. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci et merci pour l'invitation. Bonjour, professeur Rodonou, et bienvenue chez vous. Merci et bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Alors, comme je le disais, est-ce que uriner fréquemment et parfois difficilement cache réellement un trouble urinaire chez l'homme? Alors, ça cache beaucoup de problèmes. Et malheureusement, à partir d'un certain âge, les hommes pensent que aller uriner fréquemment est un signe de bonne santé. Non, ce n'est pas forcément un signe de bonne santé. Et aller uriner très fréquemment ou aller uriner avec beaucoup de difficultés constitue un problème et cache beaucoup de problèmes qu'il faut aller résoudre auprès de l'urologue. Et dans l'exercice pratique, vous recevez beaucoup de ces cas-là. Quels sont les signes qui alertent vos patients? Alors, dans notre pratique quotidienne d'urologue-andrologue, je précise que l'urologie, c'est la branche de la médecine qui va s'occuper des problèmes de l'appareil urinaire de l'homme et de la femme. Donc, la femme également peut avoir des problèmes urinaires et l'urologie va s'occuper également de l'appareil génital de l'homme, des problèmes de l'appareil génital de l'homme. Alors, fréquemment, les hommes viennent nous voir pour ce type de problème. Parce que souvent, comme ça concerne une zone qui est un peu sensible, ils ne viennent pas rapidement à l'hôpital. On est tous des hommes, je parle des hommes petit âge. Cette zone est sensible, on ne veut pas en parler parce que c'est avec une petite honte. C'est vrai. Mais... non, mais dans l'imagerie sociale, c'est vrai que quand l'homme a un problème de ce genre, problème qui regarde un peu son appareil génital, le réflexe, c'est pas tout de suite d'aller consulter un spécialiste. Malheureusement. Voilà, c'est d'en parler peut-être entre copains. Exactement. Et là encore, il y a quelques barrières. Exactement. Donc, ils viennent souvent pour ces troubles. Alors, les troubles peuvent être des troubles de difficulté à uriner. C'est-à-dire que le sujet, quand il veut uriner, il va avoir du mal à faire sortir les urines. Et ça s'appelle, en termes techniques, la dysurie, c'est la difficulté à émettre des urines. Ça peut être également le fait d'uriner fréquemment et en petite quantité. C'est-à-dire que le sujet, quand il a envie d'uriner, il va uriner. Oui. 5-10 minutes après, il va uriner, mais ce sont de petites quantités qui vont sortir. Et là, nous l'appelons la pollakiurie. C'est le fait d'aller uriner très fréquemment et en petite quantité. Je ne vous interromps pas, professeur, mais quelle devrait être la norme en réalité? Alors, la norme, c'est la norme entre deux envies d'aller uriner, doit être d'environ 2, 3, 4 heures de temps. Évidemment, cela dépend de la quantité de liquide que vous ingérez. Ah, justement, j'allais poser cette question parce que, Christelle, vous n'êtes pas sans savoir qu'on nous recommande de boire de l'eau. Il faut boire de l'eau. Mais est-ce que le nombre de fois que l'homme, petit âge, se lève la nuit pour aller uriner n'est pas fonction de la quantité d'eau qu'il a bu au dîner, par exemple? Exactement. Si vous avez beaucoup bu ou si vous avez pris 1 ou 2 bouteilles de bière au dîner, vous allez vous lever fréquemment pour aller uriner. Et là, ce n'est pas un problème. D'accord. Mais alors, quels sont les signes qu'il faut surveiller? Donc, j'avais cité la difficulté à uriner, qu'on appelle la dysurie, l'émission fréquente d'urine en petite quantité, la pollakiurie, qui est le deuxième signe. Et ça, elle est surtout nocturne chez les sujets âgés. Troisième signe, vous pouvez avoir du sang dans les urines. D'accord. Ou alors, quand vous avez fini d'uriner, vous avez l'impression que tout n'est pas fini, qu'il y en a encore dedans. Ou quatrième signe, quand vous avez envie d'uriner, c'est tellement pressant que vous ne pouvez pas garder. Il faut forcément que vous y allez tout de suite, au risque même de perdre quelques gouttes sur le chemin. Donc, ces différents signes doivent alarmer et les sujets jeunes, mais surtout les sujets âgés. Âgés, pourquoi? Les sujets âgés vont avoir comme défi, à partir de 50 ans, la prostate, qui est un organe que tous les hommes ont, même le petit garçon qui naît aujourd'hui a une prostate, mais qui, à partir de 45-50 ans, va commencer à vieillir, grossir. Et dans cette augmentation de volume, elle va coincer la voie par laquelle les urines passent pour sortir. Parce qu'en son sein, l'urètre va passer. L'urètre va relier la vessie et l'extérieur. Et c'est le trajet que l'urine va prendre pour sortir. Donc, si vous avez la prostate qui fait obstruction, le sujet va avoir des difficultés à émettre des urines, ne va pas totalement vider sa vessie ou va la vider en petite quantité de manière répétée. Les signes d'alarme sont ceux-là et les sujets à partir de 50 ans, 45-50 ans, dès qu'il y a ces signes, ils doivent aller consulter un urologue qui est le spécialiste de la maladie. Est-ce que, justement, quelles en sont les causes? Est-ce que c'est uniquement la prostate?
ce n'est pas uniquement la prostate. Il y a d'autres maladies qui peuvent être responsables de cette difficulté à uriner. Quand nous prenons les sujets jeunes, par exemple, qui ont en dessous, je sais pas, 20, 30, 35 ans, ces sujets peuvent, à la suite d'infections urinaires non traitées ou de d'urétrite non traitée, communément appelée chaude-pisse non traitée, peuvent à la longue développer ce qu'on appelle un rétrécissement urétral. Le trajet par lequel les urines passent pour sortir va se fermer. S'il se ferme, le même obstacle va avoir lieu et il va avoir des difficultés à uriner. Ce sujet va uriner difficilement, il va vraiment pousser énormément pour faire sortir parce qu'il y a un obstacle. Ça va le brûler, c'est un des autres signes. Les brûlures mictionnelles sont également un signe de consultation. Si vous devez pisser et que ça doit vous brûler, là, ce n'est plus normal. Il faut aller voir l'urologue. Ce n'est plus naturel. Ce n'est plus naturel, ce n'est plus confortable. Est-ce que des maladies comme, je vais dire, le diabète favorisent la chose? Alors, le diabète va être responsable de ce que nous appelons la polyurie. C'est-à-dire que le sujet va aller émettre de grandes quantités d'urine de manière répétée. Ce qui est complètement différent de la polakiurie, qui est le fait d'y aller fréquemment, mais en petite quantité. C'est là le petit distinguo que nous faisons. Recentrons un peu les choses, docteur, si vous le voulez bien. Oui. Il n'a pas bu beaucoup d'eau. D'accord. Mais il va uriner en grande quantité. D'accord. C'est déjà c'est un problème. Il ne boit pas beaucoup d'eau, il boit, disons, normalement 2-3 litres d'eau par jour, mais il émet beaucoup plus que 2-3 litres d'eau par jour. Là, il faut aller voir le néphrologue. Le néphrologue qui s'occupe des maladies du rein, mais des maladies qui ne sont pas chirurgicales du rein. Là, ce rein-là commence à ne plus filtrer correctement et est sujet à des affections. Et là, il faut aller voir le néphrologue. Alors, quels sont les différents troubles urinaires que nous avons chez l'homme? On a commencé par les évoquer. On a parlé d'envie fréquente d'uriner, difficulté à uriner. Y en a-t-il d'autres? Les brûlures mictionnelles. D'accord. La présence de sang dans les urines que nous appelons hématurie. L'envie pressante, nous en avons parlé. Le fait de ne pas avoir la sensation que tout est terminé. Oui. Mais les signes qui amènent souvent les patients, parce qu'ils sont, disons, ils ne veulent pas en parler, ça va surtout être la présence de sang dans les urines. Là, ça inquiète tout le monde tout de suite. Quelqu'un qui a du sang dans les urines, même s'il ne voulait pas aller à l'hôpital avant, tout de suite, il va aller à l'hôpital. Donc, ça va surtout être... Il s'interroge tout de suite parce que là, c'est pas tant, parce qu'il se dit, le sang ne doit pas être dans les urines. Voilà. Donc, ce sont ces signes-là qui vont vraiment amener les patients à l'hôpital, dépendamment vraiment de leur âge, ainsi de suite. C'est ça. Alors, on imagine bien comment le quotidien de ces personnes-là peut être troublé. J'ai envie de dire, comment est-ce que cela n'handicape pas leurs activités dans une certaine mesure? Alors, cela handicape énormément les activités parce que si vous devez aller uriner et vous devez pousser jusqu'à avoir mal, si pour vider votre vessie, vous devez mettre 10-15 minutes, alors que normalement, avec un jet fort, quand on est jeune, vous savez, quand on est plus jeune, nous les hommes, on aime pisser, on a le petit challenge. Parfois, c'est un challenge justement. Qui pisse le plus loin. Oui. Voilà. Alors, donc, quand vous devez mettre du temps à vider votre vessie, ça commence à poser problème. Si vous devez toutes les 10 minutes ou 15 minutes, alors que vous êtes, je donne un exemple, vous êtes sur une émission, vous êtes sur un plateau, vous êtes sur un plateau en direct. Problématique. Pour 3 heures de temps. Toutes les 20 minutes, vous avez envie d'aller uriner. Là, ça pose un petit problème. Donc, ça empêche l'homme à partir de 50 ans, d'avoir une vie, disons, de société assez confortable. Et d'ailleurs, ça se mesure par des scores pour voir l'effet de cette maladie de la prostate. Et ça impacte, j'imagine bien, la vie sexuelle également. Absolument. Ça s'entend. Il n'y a pas de lien complètement direct, mais à partir du moment où l'homme a un problème qui touche cette région, je pense que c'est très vite élargi à autre chose. Alors, il n'y a pas que la prostate. Il y a d'autres pathologies comme les lithiases, qui est la formation de calculs. C'est comme des cailloux. Des cailloux qui vont se retrouver à l'intérieur de l'organisme et qui vont peut-être empêcher également les urines de sortir correctement. Chez les petits enfants, les petits garçons, ça peut être des maladies congénitales qui vont faire comme des replis sur l'urètre et qui vont empêcher les urines de sortir correctement. Alors, en fonction du patient qui vient à nous, et en fonction des signes qu'il présente, le médecin, l'urologue fera le diagnostic de sa pathologie et la traitera. Et justement, comment est-ce que le diagnostic se pose aujourd'hui? Alors, nous écoutons le patient par rapport aux signes qu'il a. Nous posons des questions, nous examinons et au besoin, nous complétons par ce qu'on appelle des examens complémentaires. En l'occurrence, chez l'homme âgé,
âgés, je ne vais pas dire âgés, mais l'homme à partir de 50 ans, nous allons compléter par une échographie de la vessie de la prostate et un PSA. Chez le sujet jeune qui va présenter des difficultés à uriner, comme nous allons penser tout de suite soit à des infections urinaires ou à un rétrécissement, nous allons demander un examen des urines, un examen cytobactériologique des urines plus antibiogramme. Et nous allons demander également une radiographie pour voir est-ce que sur le trajet, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc, en fonction des signes que le patient a, de son âge et de notre examen, nous dirigeons notre diagnostic et ça nous permet d'affiner le diagnostic et de proposer au patient le traitement le plus adéquat. Si vous le permettez, oui, moi je voudrais demander au docteur Houronou, dites-nous, professeur Houronou, dites-nous, le monsieur, il boit beaucoup d'eau, il va uriner fréquemment, ça le dérange, il décide de ne plus boire la quantité normale d'eau. Est-ce que ça peut, à contrario, agir également sur sa santé et du côté de l'appareil génital? Alors, nous recommandons habituellement de boire 2 à 3 litres d'eau par jour. Ça permet une hydratation du corps, ça permet de drainer correctement les urines. Nous demandons parfois aux sujets âgés, dans le cas d'une maladie prostatique, à partir de 19 heures, de réduire la quantité d'eau. Parce que plus l'apport est important, plus il va se lever fréquemment pour aller uriner. Alors, l'impact ne peut pas être grand si c'est peut-être à partir de 17h, 18h, 19h qu'il le fait. Mais s'il fait une abstention totale d'hydratation dans la journée, évidemment qu'il aura une répercussion. Donc, nous ne recommanderons pas, c'est ce type de sujet, selon sa pathologie qui est prostatique, de ne pas boire d'eau du tout ou de ne pas boire d'eau du tout toute la journée. Non, il boit correctement dans la journée, mais à partir de 19h, au maximum, ça va être un verre au dîner pour ne pas forcément être obligé de se lever de manière répétée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bien sûr, tout à fait. Et la question que moi je m'en vais vous répondre, elle paraît peut-être inopportune. J'appréhende un peu votre réponse. Il n'y a pas de question inopportune en médecine. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les traitements sont efficaces au Bénin? Absolument efficaces et disponibles au Bénin, pour la plupart. Ça dépend des pathologies, ça dépend de leur degré de complication. Et c'est pour ça que nous recommandons souvent aux patients, soyons dans la prévention. Si vous avez une pathologie, vous en avez honte, vous la gardez, vous la cachez, qu'elle se complique à un niveau donné, quand vous viendrez à l'hôpital, ça va forcément être un peu plus cher à gérer en termes de coûts, en termes de méthodes, en termes de moyens. Et peut-être parfois fatal. C'est pour ne pas le dire que je me suis abstenu, est souvent fatal. Donc, il faut absolument, à partir de 45 ans, l'homme doit voir l'urologue une fois par an pour faire un dépistage des maladies de la prostate. C'est capital et c'est nécessaire. C'est vraiment le seul moyen de ne pas tomber dans les complications qui sont très onéreuses dans leur gestion. Donc, la prévention est nécessaire. Mais si vous êtes malade, nous avons absolument tous les moyens, que ce soit médicamenteux, que ce soit chirurgical, de gérer la plupart de ces pathologies ici au Bénin. Y a-t-il d'autres moyens de prévention en dehors de venir en consultation? C'est d'avoir une hygiène de vie et d'écouter son corps. Quelques gestes simples. Buvez beaucoup d'eau, c'est capital pour hydrater. Faites attention à partir d'un certain âge à tout ce qui est sel, sucre, huile. Il faut absolument commencer à diminuer la quantité de ces éléments-là lorsque vous avez un certain âge, disons à partir de la quarantaine, parce que leur augmentation croissante, ou si vous maintenez le rythme auquel vous le preniez à 20 ans, pendant que votre organisme est jeune, malheureusement, à partir de certains âges, c'est comme il vous fait une tontine. En fait, tous ces éléments vous font une tontine et à partir de, ça vous rattrape. À partir de 50 ans, ça vous rattrape. Donc, c'est peu de sel, peu de sucre, peu d'huile, activité physique régulière, buvez beaucoup d'eau, écoutez votre corps. S'il y a un problème, venez voir les urologues. Professeur Houronou, quel est le risque pour les hommes qui ont tendance ou bien l'habitude de retenir leur urine quand ils ont envie d'aller uriner, soit pour le travail ou bien pour une raison ou pour une autre, bien, ils sont en voyage, retiennent l'urine? Alors, les urines sont censées être hors de l'organisme, naturellement, parce qu'il s'y trouve des déchets, des éléments que l'organisme va sécréter. Si vous les gardez longtemps plus que de raison, ça va pulluler dans la vessie et ça peut être responsable d'une infection urinaire. Et c'est justement pour ça que les urines ne doivent pas séjourner longtemps dans la vessie et qu'on demande, buvez beaucoup quand vous avez envie d'aller uriner, allez uriner. Évidemment, si vous n'êtes pas malade, vous n'irez pas uriner toutes les 10-15 minutes, mais ce n'est pas conseillé
de retenir. Une fois en passant, parce que vous n'avez pas le choix, je donne un exemple. Si soudainement, vous et moi, nous avons envie d'uriner là tout de suite, évidemment, nous allons nous retenir. Nous n'allons pas nous retenir jusqu'à 17h, 18h. Donc, ce n'est pas conseillé, c'est boire beaucoup d'eau et aller uriner le plus... dès que l'envie vous prend et que vous pouvez le faire. Merci beaucoup, monsieur professeur Hodonou, pour toutes ces informations très précieuses. Monsieur, j'espère que vous en avez pris de la graine. Eh bien voilà, beaucoup d'informations dans cette rubrique et c'est nous qui vous remercions, Christelle. C'est un plaisir. Merci, professeur Hodonou, d'avoir été là. Merci. Revenez quand vous voulez. Le plaisir est mien. Et ici, c'est chez vous. Merci. Christelle, on se retrouve demain? Demain, pour une autre thématique, bien évidemment. Demain, on parlera de quoi? Demain, on parlera du palu. Demain, c'est le jeudi. On parlera du palu en prélude à la journée mondiale célébrée le 25 avril. Surtout que les nouvelles pluies ont commencé et Absolument. que les moustiques vont pulluler un peu partout. Tout à fait. Vous faites bien de parler de cette thématique-là. Rendez-vous est donc pris demain pour parler du paludisme. Paludisme. Merci, Christelle. Bruno Souali est déjà sur ce plateau. Bruno, bonjour. Bonjour à vous, Alain Sochemé. Je salue tous les inconditionnels de Bonjour le Bénin. Ce matin, nous parlons du Tour cycliste du Bénin. Oui, le Tour cycliste du Bénin, le 21e, on va dire, de l'histoire pour ce Tour cycliste qui tient en haleine tous les Béninois et même des gens à l'international depuis maintenant plus de 20 ans. Alors, pour cette 21e édition, quel est l'enjeu de ce Tour cycliste pour le Bénin? Les enjeux, il y en a plusieurs. Alain, on va d'abord dire que l'enjeu, c'est la pérennisation de ce Tour cycliste-là qui est devenu tellement international qu'on a maintenant des gens qui viennent d'un peu partout dans les 4 coins du monde pour participer à ce Tour cycliste. On en a eu l'année passée même des Philippines, d'un peu partout, Afrique du Sud, Pays-Bas. Donc c'est pour vous dire que c'est un Tour cycliste qui est nettement devenu international et qui a commencé par gagner, on va dire, en grade au niveau de l'Union cycliste internationale. Donc c'est d'abord de le pérenniser et de démontrer que c'est un Tour cycliste qui se tient chaque année. Un Tour cycliste sérieux. Sérieux, voilà, simplement dans l'organisation. L'autre défi aussi, c'est, on va dire, le défi sécuritaire. Parce que généralement, dans des pays qui ont, on va dire, des situations comme connaît un peu notre pays en ce moment, dans le nord du pays, au niveau de certaines de nos frontières, parfois des gens ont un peu de réticence à participer à des compétitions internationales comme le Tour cycliste du Bénin, qui n'est pas un match de foot qu'on peut jouer dans un stade bien sécurisé, mais qui demande qu'on se déploie sur la route, sur des kilomètres et des kilomètres, parce que c'est plus de 700 kilomètres à parcourir. On parcourt tout le pays. Donc, il y en a qui sont souvent réticents. Donc, l'un des défis de ce tour, c'est de montrer que malgré la situation sécuritaire, que nos forces armées, donc nos forces de l'ordre et de sécurité, réussissent à contenir la menace sécuritaire terroriste et que des gens peuvent venir au Bénin et participer au Tour cycliste international du Bénin sans aucun problème et repartir chez eux avec la paix la plus totale. Donc voilà un peu les défis, les enjeux. L'enjeu aussi, c'est de montrer que ce tour-là a gagné en organisation, dans l'expérience, parce que plus vous organisez le tour de mieux en mieux, plus il gagne en grade, comme je l'ai dit, au niveau de l'Union cycliste internationale. Donc l'un des enjeux de 2026, c'est de montrer que c'est un tour qui a encore gagné en expérience, qui a gagné en matière d'organisation. Et ça, la Fédération béninoise de cyclisme y travaille très sérieusement. Alors, Bruno, pour cette édition de 2026, quel est le calendrier du Tour cycliste du Bénin? Alors, le calendrier, il a été remodelé, toujours dans l'idée de bien faire, dans l'intention de mieux faire par la Fédération béninoise de cyclisme. Et je peux vous dire que le programme, il est alléchant. Alors, tout va démarrer, Alain, dimanche prochain. Si vous êtes amoureux du vélo, dimanche prochain, aux environs de 18h, vous vous rendez à l'esplanade de l'Amazone, ici, tout juste à côté de nous, pour vivre en direct donc la présentation des équipes, parce qu'on ne commence pas un tour cycliste sans présenter les équipes qui sont venues. Il faut qu'on sache exactement les cyclistes, les pays. Exactement, les pays qui sont là, les pays qui participent, les pays qui ont accepté donc de venir. Il y aura l'Allemagne, il y aura vraiment de grands pays donc qui vont venir et qui seront présentés au niveau de l'esplanade de l'Amazone. Il y a des équipes nationales, il y a des équipes. Donc, il y a des clubs, voilà. Il y a des équipes nationales, il y a des clubs. Donc, ces clubs aussi appartiennent à des pays, mais ne représentent pas la nation. Ce sont juste des clubs de vélo. Par exemple, le Bénin va présenter l'équipe nationale et il y aura maintenant
un club béninois en plus. Donc c'est pareil également pour d'autres pays comme l'Allemagne qui va présenter une équipe nationale, mais aussi un club. Donc tout va commencer. Alain, le programme est vraiment long, donc vous me permettrez de détailler tout ça. Donc tout va commencer dimanche 26, dimanche prochain. Dimanche prochain, voilà, avec la présentation des équipes. Ensuite, le lundi, tout va démarrer. Le tour proprement dit va démarrer lundi prochain. On sera le 27 avril. Et pour démarrer le tour, on ne va pas démarrer très fort. On va démarrer par une toute petite distance de seulement 4,80 km qu'on va appeler le prologue. Donc le prologue, c'est une manière de mettre en route, si vous voulez, les différents coureurs. Donc ils n'auront pas une grande course à parcourir. Mais ce n'est pas une course générale. C'est une course contre la montre individuelle. Donc, chacun des coureurs va parcourir les 4,80 km. Il sera chronométré et à la fin, on verra le coureur qui a passé le moins de temps sur cette distance de 4,80 km qui va démarrer à la pharmacie royale. Et dès le lendemain, mardi 28 avril, il y aura maintenant, on va dire, la deuxième étape qui sera longue de 126 km et qui va quitter Zayanado. Et là les choses sérieuses vont commencer. De l'intensité, de l'ampleur. Exactement. Donc, celui qui aura remporté le prologue de la veille, c'est lui qui va démarrer la deuxième étape, Zayanado-Save, longue de 126 km avec le maillot jaune. Ensuite, le mercredi, il y aura l'une des distances les plus longues de ce tour qui va quitter Ndali, Betero et finir à Tchaoro. Elle sera longue de 155 km 72. Il y aura ensuite le jeudi l'étape la plus longue de ce 21e Tour cycliste du Bénin qui va être le tronçon Djougou-Banté, long de 169 km 76. Il y aura ensuite le vendredi 1er mai, pendant qu'on célébrera la fête du travail, les coureurs donc seront sur la route pour faire Dasso Porto-Novo long de 127 km 80 et il y aura maintenant le samedi 2 mai la dernière étape de ce tour cycliste donc qui va être couru de Zobodomé à Cotonou et qui sera une distance longue de 128 km 65 simplement. Alors ça ne va pas finir à cette dernière étape Zobodomé-Cotonou. Il y aura la fête du vélo, on va dire globalement comme ça tout le long du week-end avec le 2 mai. Il y aura le Grand Prix international des Amazones. En fait, c'est une course qui va se courir ici dans Cotonou, donc, et qui sera longue de 68 km, donc 5 tours. Donc c'est un circuit fermé. Donc vous quittez un point A et vous revenez au même point A. Donc en passant par certaines artères, certaines stations donc, de la ville de Cotonou, 68 km en tout, mais qui va concerner uniquement les femmes. C'est pourquoi on l'a appelé le Grand Prix international des Amazones. Donc c'est à ce niveau-là que les femmes amoureuses du vélo sont attendues. Et petite note, Alain, vous n'êtes pas obligé d'avoir participé au Tour pour participer au Grand Prix. Donc, vous pouvez venir juste participer au Grand Prix sans avoir participé au Tour. Donc, voilà simplement. Donc, tout comme vous pouvez participer au Grand Tour et participer également à ce prix-là. À ce prix, voilà. Sauf qu'il est exclusivement réservé aux femmes. Alors, le 3 mai, donc le lendemain, il y aura ce qu'on a appelé le prix d'inclusion parce que la Fédération béninoise de cyclisme a estimé qu'il y a beaucoup de gens à mobilité réduite, mais qui se déplacent avec leur vélo aussi. Ce n'est pas le vélo, on va dire, ordinaire, voilà, des courses de vélo, mais ils ont aussi leur vélo, donc à 3 roues, voilà. Ils vont participer Ils vont participer à la fête du vélo avec leur vélo naturel. Donc, on a appelé le Grand Prix d'inclusion. Et vu leur capacité réduite, donc on a déterminé une kilomètre de 3,53 km pour eux le 3 mai. Et ça va être, on va dire, l'ouverture parce que juste derrière, le plat de résistance va venir. Ça va être l'un des plus grands moments qui est attendu au 21e Tour cycliste du Bénin. Ça va être le Grand Prix de la ville de Cotonou. Et ce Grand Prix, il est le même que pour les femmes. Vous pouvez avoir participé au Tour et participer au Grand Prix de Cotonou, comme vous pouvez ne pas avoir participé au Tour et venir participer au Grand Prix de Cotonou. Lui, il sera plus conséquent, il sera long de 108 km avec 8 tours. Voilà. Mon cher Bruno Souali, quand on dévale toute cette circulation, tous ces kilomètres, toutes ces distances, je vais dire, forcément, à la clé, il y a des récompenses. Il y a des récompenses, forcément, et c'est pour cela que des gens parcourent des kilomètres et quittent leur pays, ils prennent des billets d'avion, ils prennent des hôtels pour venir participer à ce tour cycliste du Bénin. On sait qu'à tous les tours cyclistes, le prix le plus important, c'est le maillot jaune. C'est derrière ce maillot que tous les coureurs... C'est le Graal. Exactement, c'est derrière ce maillot que tous les coureurs viennent courir, si je peux me répéter. Donc, c'est le maillot jaune. Ensuite, il y aura également le maillot du classement du premier des Africains des étapes.
Donc, la Fédération béninoise de cyclisme a entrepris non seulement de récompenser le meilleur coureur de toute la compétition, mais aussi le premier des Africains. Parce qu'il y a des Européens, des Asiatiques qui seront là, mais les Africains, la Fédération béninoise de cyclisme a voulu avoir une pensée pour les Africains et le premier des Africains. Il y aura aussi le maillot du premier au classement par points. Il y aura également le maillot du premier au classement des Béninois. Donc, pour encourager l'équipe béninoise à vraiment se donner à fond, à s'investir davantage, parce qu'il y a un prix spécial pour le premier des Béninois. Il y aura le maillot du classement des jeunes. Donc, pour encourager aussi les jeunes gens qui peut-être ont commencé du vélo et qui n'ont peut-être pas l'expérience de ceux-là qui sont les grands noms du vélo, mais de venir quand même s'investir et participer à ce tour et gagner un peu en expérience. Il y aura le maillot du classement du plus combatif des Béninois. Donc, vous voyez un peu, donc il y a le meilleur des Béninois, le plus combatif des Béninois. Il peut ne pas avoir remporté la course, mais on sent tout au long de la course qu'il a vraiment été quelqu'un... Il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné, donc le plus combatif. Et maintenant, il y aura des échappes. Donc, il y a des maillots, il y a des échappes. Pour les échappes, il y aura l'échappe de la plus longue échappée. La plus longue échappée, c'est lorsque vous vous détachez de la course et vous menez la course en tête pendant longtemps et vous laissez tout un lot derrière. Ça, c'est à encourager. Parfois, vous ne finissez pas premier d'étape, même si vous avez quand même creusé l'écart. L'écart, à un moment donné, vous avez inquiété les adversaires. Donc, il y aura une échappe pour ce genre de coureur-là. Il y aura l'échappe du fair play. Comme dans tous les sports, on encourage toujours le fair play. Il y aura l'échappe du meilleur équipier. L'équipier, c'est celui-là qui se sacrifie pour vous, qui travaille pour que vous gagnez. C'est ce qu'on appelle le meilleur équipier. Et maintenant, il y aura l'échappe de l'élégance et l'échappe du plus jeune Béninois. Donc, le plus jeune Béninois, c'est d'office que lui, à la fin de la course, il aura une échappe. Exactement. Alors, Bruno Soali, c'est vrai, le tour cycliste se passe chez nous, ça c'est clair, mais quelles sont les chances pour les compétiteurs béninois de s'en sortir? Alors, il y a des chances, il faut le dire, même si souvent, lors des tours cyclistes, on a une vraie concurrence avec des grands noms du vélo qui viennent. On en a eu l'année passée, le Sud-Africain Jans Ransberg, qui a participé plusieurs fois au Tour de France et qui est venu tout rafler l'an dernier. Mais les Béninois ont de chance. On a déjà vu l'an dernier, au 20e Tour cycliste, on a vu des Béninois mener sur l'avant-dernière étape du Tour la plus longue échappée. J'ai envie de dire l'une des plus longues échappées de l'histoire de ce Tour cycliste international du Bénin. Sur une centaine de kilomètres, les Béninois ont mené la course en tête avant de perdre la course sur les 10 derniers kilomètres. Donc ça a été des signes pour montrer que l'équipe béninoise travaille vraiment et de plus en plus s'affirme dans ce Tour cycliste. Ensuite, on a vu des Béninois qui, après le Tour cycliste, se sont affirmés à l'international, qui sont allés au Rwanda, qui sont allés en Gambie, un peu partout en Afrique du Sud, et remporter des prix. Donc ça, c'est des signaux forts qui montrent que sur le plan continental, nous avons des cyclistes aujourd'hui capables de faire la différence sur ce tour cycliste. En plus de cela, la fédération a trouvé des bourses et de formation, bien entendu, à certains cyclistes qui sont allés en Afrique du Sud et qui sont rentrés fraîchement, donc qui sont rentrés fraîchement, qui vont participer à ce tour. Je pense notamment à Charlotte Metouevi, qui est très attendue sur le Grand Prix international des Amazones et qui va certainement essayer de faire la différence. Elle n'était pas loin l'an dernier, même si les deux Burkinabés qui étaient sur le tour ont remporté le Grand Prix international des Amazones. Mais c'est des signaux qui montrent que la team Bénin a véritablement travaillé. Actuellement, elle est en mise au vert du côté de Corvée, donc elle s'est retirée carrément des agglomérations et de tout ce qu'il peut avoir comme bruit pour aller travailler dans la grande sérénité. Pour se concentrer. Donc, c'est des signaux forts qui montrent que, vu les prestations à l'international, les formations en Afrique du Sud, qu'il y a de bonnes raisons de croire que la team Bénin pourrait faire quelque chose à ce tour cycliste. Au-delà du sport, Bruno Soali, au-delà du guidon et des pédales, le tour cycliste est quand même une opportunité touristique pour le Bénin, non? Une opportunité touristique, une opportunité économique également, une opportunité voilà, à plusieurs égards, parce que c'est beaucoup de gens qui vont venir, qui vont découvrir le Bénin, qui parfois n'ont jamais mis pied au Bénin, mais qui, grâce au tour cycliste, vont fouler le sol béninois. Et l'avantage ici, c'est que, comme on l'a dit précédemment, vous parcourez tout le Bénin, plus de 700 km à vélo. Vous découvrez les routes, les régions du pays et ça vous donne des envies de revenir. Quand vous êtes cycliste, vous avez été là, vous avez envie de revenir et visiter certains endroits. Économiquement, on sait également qu'à chaque étape
à chaque arrivée d'étape, il y a toute une activité économique qui se déroule, il y a tout un écosystème qui se met en place. Dimanche, à la présentation des équipes, ça va être une grande fête à l'esplanade de l'Amazon. À chaque arrivée d'étape, il y a toujours des activités commerciales qui se déroulent, il y a des sponsors qui s'investissent. Donc, c'est une véritable opportunité, même pour ceux-là qui sont dans les affaires. Et le vélo a toujours été un sport très, très populaire. Vous voyez les populations qui sortent au bord de la voie pour voir, regardez cette image, par exemple, pour applaudir, pour voir les coureurs passer. Donc, tout ça, c'est la ferveur autour. Franchement, c'est une fête inégalée. Et puis, il y a de petits commerces exactement, qui naissent au bord de la voie rapidement. Voilà. Exactement, c'est ça. Donc, le circuit, il est assez intéressant. On a vu que toutes les régions sont concernées, la Donga, le Borgou, le Mono, le Koufo, le Zou, ainsi de suite, l'Ouémé, le Plateau et le littoral, naturellement, où la course va échouer pour sa dernière étape. Finalement, le Tour cycliste, c'est quand même un élément fédérateur de toutes les populations béninoises. Oui, un élément fédérateur. J'irais même jusqu'à dire que c'est l'un des meilleurs événements sportifs que connaît le Bénin depuis plusieurs années, dans l'organisation, dans la ferveur, dans la dextérité même ceux-là qui sont les techniciens du vélo, la manière dont ils s'investissent et le nom que le Tour cycliste est en train d'avoir à l'international, franchement, il n'y a qu'à voir ceux qui viennent participer à ce tour pour se rendre compte que c'est un tour qui est pris très au sérieux, même par l'Union cycliste internationale. Bruno Souali, j'espère que vous avez apprêté votre vélo. Oui. Ne serait-ce que pour le petit tour dans Cotonou. on verra cela parce que là aussi, quand même, il faut une belle répétition parce qu'il ne faut pas démarrer et abandonner. Allez, merci à vous. Je sais que vous n'abandonnez jamais. Vous êtes un soldat très, très fort. Bruno, on se retrouve demain. Avec le même plaisir. Avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, pour le moment, le dernier acte de cette émission, on va le sceller avec la revue de presse de Marcella Rossi. Que disent les journaux dans notre pays aujourd'hui? Quelle est l'actualité à la une des périodiques? Marcel Arrossi se charge donc de nous faire la revue de presse. Marcel, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. La presse aujourd'hui aborde dans son ensemble les premiers contours du nouveau pouvoir. Gasquiani Info met en lumière le profil du président élu et revient sur les éléments marquants de sa personnalité. Le 12 avril, les Béninois se sont rendus aux urnes dans le calme. À l'issue du scrutin, Romuald Wadagni a été élu dès le premier tour avec 94,27% des suffrages, rappelle le journal. Un score élevé qui traduit une forte adhésion et ouvre une nouvelle séquence politique dans la continuité du mandat de Patrice Talon. Au-delà des résultats, Gasquiani Info s'intéresse à l'homme. Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le président élu évoque ses traits de caractère. Il met en avant l'empathie comme qualité principale, soulignant son attachement au contact humain et à l'écoute. À l'inverse, il reconnaît une certaine impatience, notamment face aux lenteurs administratives, une posture qui traduit une volonté d'efficacité, mais qui pose aussi la question du rapport au fonctionnement institutionnel. Sur le plan des valeurs, Romuald Wadagni insiste sur l'honnêteté et rejette la mauvaise foi. Ses goûts personnels, le jazz pour la réflexion, la rumba pour la détente, dessine le profil d'un dirigeant attaché à l'équilibre, rappelle Gasquiani Info. Enfin, sur le plan idéologique, il se définit comme un humaniste ouvert sur le monde, au-delà donc des clivages entre panafricanisme et mondialisme. La presse du jour, de son côté, révèle que la Cour constitutionnelle annonce la proclamation officielle des résultats définitifs de l'élection présidentielle pour ce jeudi 23 avril 2026. Cette étape marque l'achèvement du processus électoral et confère une validation juridique aux résultats déjà connus. Elle ouvre donc la voie à l'installation du nouveau président dans les semaines à venir. Le Télégramme observe et analyse les réactions post-électorales, notamment sur les réseaux sociaux. Le journal, cette fois-ci, relève une multiplication de prises de parole d'acteurs politiques ou de militants revendiquant un rôle déterminant dans la victoire du duo Wadagni-Talata. Selon le quotidien, cette dynamique traduit des stratégies de visibilité, voire de positionnement en vue de futures nominations. Le Télégramme distingue toutefois deux catégories, ceux qui
qui ont contribué activement sur le terrain et ceux dont l'engagement s'est limité à la communication en ligne. Le Télégramme rappelle enfin que le président élu dispose de ses propres repères pour évaluer les contributions réelles durant la campagne. Ainsi va la presse ce matin. Merci à vous, mon cher Marcel. On se retrouve demain, n'est-ce pas? Avec le même plaisir. Allez, mesdames, messieurs, nous avons été heureux de vous avoir servi cette émission aujourd'hui. Bonjour le Bénin. Vous savez que le meilleur, c'est ici. Stop et fin. À demain.